Bonsoir à tous. Merci Olga pour cette introduction. Donc Jérémy Antipas, je suis professeur d'université en droit privé et sciences criminelles et avocat au barreau de Paris. Et ce soir, je vais vous parler donc des aspects civils de l'autorité parentale. Alors, pour commencer un petit peu cette présentation sur les aspects civils de l'autorité parentale, je vous propose d'en retracer les principales évolutions. D'abord, en droit romain, on ne parle pas d'autorité parentale, on parle de puissance paternelle. Et la puissance paternelle, en droit romain, elle est en principe perpétuelle. Et le Code civil, en 1804, eh bien, consacre la puissance paternelle, simplement la réduit parce que la puissance paternelle, en 1804, lorsqu'on adopte le Code civil, eh bien, elle est valable simplement jusqu'à la majorité. À l'époque, c'était 21 ans. Jusqu'à une loi finalement importante du 4 juin 1970 qui va substituer à cette notion de puissance paternelle le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'autorité parentale. Non plus puissance donc, mais autorité qui sous-entend moins d'absolutisme, et parentale donc qui n'appartient plus nécessairement au seul père. Il y a eu des lois postérieures à cette loi de 1970, notamment une loi du 11 juillet 75 sur le divorce qui a instauré au profit de la mère une présomption de pouvoir pour les actes d'administration. Et puis une loi importante aussi du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale, qui est la loi dite Malhuret, qui pose le principe d'exercice conjoint de l'autorité parentale. Et puis une loi aussi importante en la matière du 8 janvier 1993 qui a modifié le code civil et qui était relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant, et qui a instauré le juge aux affaires familiales. Auparavant, il y avait un juge aux affaires matrimoniales, et donc en 1993, on est passé au juge aux affaires familiales. C'est donc le juge aux affaires familiales, le JAF, qui est le juge naturel, en quelque sorte, en matière d'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales est compétent, quel que soit le statut juridique des parents, qu'ils soient ou qu'ils aient été mariés, pacsés, concubins, ou même, le cas échéant, des parents qui n'auraient jamais cohabité. Le juge aux affaires familiales traite des questions de résidence, notamment des enfants, après une séparation entre les parents, ou encore traite de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, ce qu'on appelait autrefois la pension alimentaire, et pas seulement de divorce ou de liquidation des indivisions entre ex-concubins ou ex-partenaires pacsés. Donc il y a une compétence générale du juge aux affaires familiales en matière précisément d'autorité parentale. Mais il y a d'autres juges que le juge aux affaires familiales qui peuvent intervenir en matière d'autorité parentale. Il y a d'abord le juge des tutelles, et le juge des tutelles est compétent notamment en matière d'émancipation de l'enfant. Alors c'est prévu par le Code civil, c'est l'article 413-2 exactement, qui prévoit que le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de 16 ans révolu, par le juge des tutelles sur demande des parents ou de l'un d'eux. Donc, juge d'affaires familiales, juge des tutelles. À côté de ce juge des tutelles et de ce JAF, il y a aussi le tribunal judiciaire en formation collégiale, parce que le JAF, c'est un juge unique, et le tribunal judiciaire peut intervenir en matière d'autorité parentale en formation collégiale, notamment pour des cas de retrait, dont on parlera plus tard, de retrait de l'autorité parentale. Donc JAF, juge des tutelles, tribunal judiciaire en formation collégiale, mais il y a aussi à côté le juge des enfants, qui est un juge unique, qui peut intervenir en cas de risque de danger ou de compromission grave des conditions d'éducation ou de développement du mineur, c'est l'article 375 du Code civil. Et puis il y a aussi le juge pénal qui peut intervenir en matière d'autorité parentale. Alors le juge pénal, au sein du tribunal correctionnel, peut intervenir en matière d'autorité parentale. Pourquoi ? Eh bien pour notamment le délit de soustraction de mineurs, le délit de non-représentation d'enfants ou le délit d'abandon de famille qui donneront lieu donc à d'autres développements dans un autre webinaire. Ce sont des délits qui donc intéressent les intérêts de la société dans son ensemble et qui sont considérés comme suffisamment graves pour pouvoir donner lieu à des sanctions pénales, et notamment à des sanctions d'emprisonnement, et pas simplement à des questions civiles qui sont tranchées donc par le tribunal judiciaire ou essentiellement, pour ce qui nous intéresse, par le juge d'affaires familiales. À propos des règles et de l'évolution des règles sur l'autorité parentale, la loi du 8 janvier 1993 a consacré dans le Code civil, c'est l'article 388-1, la possibilité pour l'enfant, capable de discernement, d'être entendu dans toutes les procédures qu'il concerne.
C'est d'ailleurs une exigence de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 21 novembre 1989, donc, par principe, à partir du moment où le mineur a l'âge de discernement, eh bien, il a le droit à être entendu dans toutes les procédures qu'il concerne. Ce qui pose évidemment une difficulté d'abord d'appréciation du discernement du mineur, et puis en particulier pour l'appréciation du discernement d'un mineur qui serait, le cas échéant, sous emprise de l'un ou de l'autre de ses parents. Et les textes qui consacrent ce droit pour l'enfant à être entendu dans les procédures qu'il concerne, eh bien, ne traitent pas expressément de la problématique de l'emprise. Et puis une loi très importante aussi a été adoptée le 4 mars 2002, qui a été relative à l'autorité parentale, parce que cette loi, elle est très importante parce qu'elle parachève la coparentalité, elle parachève, au moins sur le plan théorique, la question de l'égalité entre les parents pour ce qui concerne l'autorité parentale. Et puis cette loi du 4 mars 2002, elle est importante aussi parce qu'elle supprime la référence à la garde. On a parlé traditionnellement de garde de l'enfant. On s'est rendu compte que ce terme de garde était plutôt approprié pour ce qui concerne les choses dans le Code civil, et en matière d'autorité parentale, on ne parle plus, depuis cette loi en tout cas de 2002, on ne parle plus de garde, on parle de résidence de l'enfant ou de prérogative de l'autorité parentale, mais on ne parle plus de garde. Alors évidemment, en pratique, il y a un certain nombre de praticiens qui malheureusement se réfèrent encore à cette notion de garde, mais elle a été supprimée par le législateur. Et puis, loi importante aussi en la matière, une loi du 17 mai 2013, celle qui ouvre le mariage aux couples de même sexe, qui eh bien, pose des règles relatives à l'autorité parentale et qui transpose les règles applicables à l'autorité parentale aux personnes, aux couples de même sexe, et donc sans distinction. Et puis, il y a une loi aussi importante du 2 août 2021 pour les couples de femmes qui exercent en principe en commun l'autorité parentale sur l'enfant issu d'une procréation médicalement assistée. Et puis, postérieurement à 2021, il y a une loi un peu plus récente, du 19 février 2024, qui vient poser un principe au sein de l'autorité parentale de protection par les parents du droit sur l'image et au respect de la vie privée du mineur. On y reviendra et on développera un petit peu plus tard. Et puis une loi du 23 juin 2025 en matière de responsabilité civile qui vient favoriser la mise en jeu de la responsabilité civile des parents lorsqu'il y a un dommage qui est causé par leur enfant mineur. En tout cas, les titulaires de l'autorité parentale sont désormais les parents et non plus les pères et mères. Le législateur a harmonisé précisément pour répondre à la problématique ou à la question des parents de même sexe. Donc mariage homosexuel, procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, on parle d'autorité parentale qui est donc relative aux parents et non plus aux pères et mères. Alors, le cadre historique étant rapidement posé, qu'est-ce que l'autorité parentale finalement ? Eh bien, quand on regarde le Code civil, l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs. Et l'article 371-1 du Code civil pose que c'est un ensemble de droits et de devoirs qui a pour finalité l'intérêt de l'enfant. Et le texte de poursuivre qu'elle appartient, cette autorité parentale, aux parents, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger. Dans quoi ? Dans sa sécurité, dans sa santé, dans sa vie privée depuis 2024 donc, mais également dans sa moralité. Et le texte poursuit pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Donc l'autorité parentale, finalement, est définie par la loi à travers ses objectifs, et pas à travers ses moyens, pas à travers les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. Alors, indépendamment de la majorité, l'exercice d'autres prérogatives de l'autorité parentale peut avoir pour conséquence de mettre fin à cette autorité. D'abord, la demande d'émancipation d'un mineur d'au moins 16 ans pour motif grave, par exemple le mineur en question attend un bébé. Deuxième prérogative qui peut aboutir à la fin de l'autorité parentale, le droit de consentir au mariage de l'enfant, qui est désormais un droit exceptionnel, parce que le principe est qu'on doit contracter mariage à l'âge de 18 ans, mais là c'est pareil, pour des motifs graves, il y a des possibilités de dispense par le procureur de la République, et avec au moins l'accord d'un des deux parents. C'est l'article 148 du Code civil. Et puis, troisième prérogative, il y a la possibilité pour les parents de consentir à l'adoption, donc ça va avoir des répercussions sur l'autorité parentale également. Et de manière générale, au-delà du Code civil,
l'autorité parentale est également encadrée par des textes internationaux, par des conventions internationales, et spécialement, pour ce qui nous concerne, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui pose, entre autres, une exigence de prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, c'est une disposition qui est très importante, c'est l'article 3, paragraphe 1 de cette Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et donc qui pose que dans toutes les procédures qui concernent l'enfant, dans tous les cas où il y a l'enfant qui est en ligne de compte, eh bien, il doit être pris en considération son intérêt supérieur. Mais à côté de cette convention internationale, il y a d'autres textes. Il y a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par exemple, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009, et qui pose, au nombre de ses dispositions, un droit pour l'enfant de maintenir des liens avec ses deux parents. Et puis évidemment, de manière plus générale, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, du 4 novembre 1950, qui peut avoir des implications très concrètes en matière d'autorité parentale, parce qu'il y a un article 8 qui pose un droit au respect de la vie privée et familiale, et donc ce droit au respect de la vie privée et familiale, qui est un droit fondamental, va avoir des incidences en matière d'autorité parentale, on y reviendra. Mais au-delà de ces conventions internationales, il y a aussi des principes qui résultent de la Constitution française et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je pense par exemple au droit à la santé, ou au droit à la vie familiale normale. Le Conseil constitutionnel en a décidé ainsi dans une décision du 17 mai 2013 notamment. Et puis il y a également la jurisprudence de la Cour de cassation. La Cour de cassation qui interprète les textes du Code civil, le cas échéant, à la lumière des droits fondamentaux qu'on a esquissés à l'instant. Une fois qu'on a présenté ces principes d'autorité parentale et qu'on a bien compris que ça s'insérait dans d'autres principes du Code civil, dans d'autres principes jurisprudentiels et internationaux, il faut dire un mot de l'obligation alimentaire. Il faut dire un mot de l'obligation alimentaire parce que l'obligation alimentaire n'est pas corrélée directement à l'autorité parentale. L'obligation alimentaire, elle est corrélée au lien de filiation juridique, premièrement. Et deuxièmement, à la différence de l'autorité parentale, l'obligation alimentaire, elle est bilatérale. Les enfants peuvent demander des aliments à leurs parents, mais inversement, les parents peuvent aussi demander des aliments à leurs enfants dès lors qu'ils seraient dans le besoin. Pour la dette alimentaire du côté des parents, c'est l'article 371-2 du Code civil qui pose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Et le texte précise, cette obligation ne cesse de plein droit, c'est-à-dire automatiquement, ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. La jurisprudence décide à propos de cette obligation alimentaire que un parent ne peut renoncer au droit de réclamer des aliments pour l'entretien de l'enfant à l'autre parent. Une décision notamment du 11 juillet 2006 de la Cour de cassation. Et puis pour la dette alimentaire du côté des enfants, cette fois-ci, c'est l'article 205 du Code civil, qui pose que les enfants doivent des aliments à leur père et mère, ou aux autres ascendants qui sont dans le besoin. Et donc, il y a, à travers l'obligation alimentaire, on voit qu'il y a des devoirs de l'enfant à l'égard de ses parents, mais il y a aussi des devoirs un petit peu généraux qui existent à la charge des enfants envers les parents, qui sont un peu le pendant de l'autorité parentale, et droits et devoirs qui sont posés à l'article 371 du Code civil. Le texte pose que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. Donc l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères. Ça rappelle évidemment un principe religieux, un principe qui provient du Décalogue et qui a été consacré, là encore, dès 1804, dès l'adoption du Code civil français. Alors, honneur, respect, tout ça fait penser effectivement à des engagements un peu religieux, des engagements un petit peu moraux, mais est-ce qu'il y a des conséquences juridiques? Est-ce qu'il y a des incidences concrètes, pratiques? Oui. Quand on regarde la jurisprudence, il y a un certain nombre de conséquences qui résultent de ce devoir de respect et d'honneur de l'enfant à l'égard de ses parents. Par exemple, il en résulte un principe de condamnation des enfants, même devenus majeurs, à payer les frais funéraires de leurs parents. Même si les enfants renoncent à leur succession et même si le parent est mort avant la naissance de l'enfant. Et puis, de manière un petit peu plus générale, sur le plan des libéralités, hein, des donations notamment, lorsqu'il y a des sévices, des mauvais traitements ou des cas d'indignité de la part de l'enfant
à l'encontre de son parent, eh bien, c'est un motif pour priver l'enfant bénéficiaire de cette libéralité. S'agissant de l'autorité parentale à proprement parler, les parents sont titulaires en principe de l'autorité parentale à partir du moment où il y a le lien de filiation qui est établi, notamment en cas de reconnaissance de l'enfant à la naissance. Mais l'existence de cette autorité parentale, parfois, peut être un peu décorrélée de l'exercice. Par principe, les parents sont investis de l'autorité parentale, mais on va voir un petit peu plus tard que parfois, l'un des parents exerce seul l'autorité parentale. Et puis, dans les cas extrêmes, il y a une possibilité de retirer l'autorité parentale à un parent. Possibilité qui est prévue par le Code civil en cas, on y reviendra tout à l'heure, mais en cas notamment d'infraction commise sur la personne de l'enfant. Et même dans ces cas-là, et le texte d'ailleurs sur l'obligation alimentaire le dit, même dans ces cas-là, même en cas de retrait de l'autorité parentale ou en cas de délaissement judiciairement constaté de l'enfant, eh bien l'obligation alimentaire perdure. Alors, parents, investis de l'autorité parentale, quid, qu'est-ce qu'il en est des autres membres de la famille? Est-ce que les autres membres de la famille ont des droits sur l'enfant? Eh bien, à proprement parler, non. Les membres de la famille n'ont pas d'autorité parentale. Les nouveaux conjoints, les nouveaux partenaires, les nouveaux concubins d'un parent n'ont pas encore, en droit français, d'autorité parentale à proprement parler. Les grands-parents, les familiers, les oncles, les tantes n'ont pas non plus d'autorité parentale à l'endroit du mineur. Mais il y a un certain nombre de principes qui viennent tempérer cette exclusion de la sphère de l'autorité parentale pour les familiers. D'abord, il y a dans le Code civil eh bien, un droit de l'enfant à maintenir une relation avec ses ascendants. Et notamment, évidemment, avec les grands-parents. C'est l'article 371-4 du Code civil qui pose l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Et le texte précise que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Donc le texte reconnaît, non pas une autorité, mais un droit aux relations entre les grands-parents et les petits-enfants. Et le texte vise aussi les tiers, notamment les tiers qui ont joué un rôle dans l'éducation de l'enfant. Donc il y a une possibilité, toujours en fonction de l'intérêt de l'enfant, on va voir que cette notion d'intérêt de l'enfant, c'est une notion cardinale. Les tiers qui ont notamment contribué à élever de fait l'enfant, eh bien, peuvent avoir des relations personnelles avec lui, le cas échéant. C'est pareil, c'est le juge des affaires familiales qui tranche. Donc, pas d'autorité parentale pour les grands-parents, pas d'autorité parentale pour les membres de la famille qui ne seraient pas les parents, mais il y a quand même des droits. Droit également pour les membres de la famille, d'assurer la protection de l'enfant en cas de défaillance des parents, possibilité notamment de saisir le tribunal judiciaire d'une action en retrait de l'autorité parentale. Et puis, les familiers, pas simplement les grands-parents, mais les oncles, les tantes, parfois les cousins, les cousines, ont aussi une place privilégiée pour accueillir le mineur en cas de difficulté. Alors ça peut être sur décision du juge des affaires familiales, ça c'est pareil, c'est prévu par le Code civil, c'est l'article 373-3 exactement, qui pose que le juge des affaires familiales peut, à titre exceptionnel, et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'il y a un des parents qui est privé de l'autorité parentale, eh bien décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence, dit le texte, dans sa parenté. Donc on voit bien qu'il y a une priorité familiale pour s'occuper de l'enfant dans le cas où ses parents ne le peuvent pas. Et on retrouve un petit peu ce pendant pour le juge des enfants, donc qui est le juge des enfants en danger ou des enfants délinquants. Le juge des enfants peut aussi placer l'enfant chez un membre de la famille. Et d'ailleurs, depuis une loi du 7 février 2022, la fameuse loi Taquet, il y a pareil une priorité familiale par rapport à l'ASE, par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Lorsqu'il y a une difficulté grave, eh bien, le juge des enfants peut confier l'enfant à un membre de la famille. Et puis, il y a la question qui se pose du pouvoir et de l'étendue des prérogatives des tiers qui n'ont pas l'autorité parentale. Lorsqu'il y a un enfant qui est placé chez un familier, comment ça se passe et quels sont exactement les pouvoirs de cette personne de la famille. Bien, on considère qu'il y a, le Code civil pose un principe
de possibilité d'effectuer les actes usuels de l'autorité parentale, c'est-à-dire, ils n'ont pas l'autorité parentale, ces membres de la famille, mais ils peuvent effectuer la surveillance et l'éducation qui sont, par principe, normalement des attributs de l'autorité parentale. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les familiers, bien sûr, peuvent nourrir l'enfant et doivent le faire, peuvent l'accompagner à l'école, peuvent l'accompagner à ses loisirs, etc. Alors, l'autorité parentale, en tant que telle, elle est d'ordre public. Ça veut dire qu'on ne peut pas, en principe, avoir de volonté de s'en émanciper totalement. La volonté, en principe, des parents ne peut pas permettre d'effacer totalement l'autorité parentale. Il y a des possibilités de déléguer, dans le cadre prévu par le Code civil, l'autorité parentale totalement ou partiellement, mais on ne peut pas complètement renoncer à son autorité parentale. Et puis, il y a des possibilités aussi d'avoir des conventions homologuées par le juge des affaires familiales, c'est-à-dire qu'on peut se mettre d'accord, notamment en cas de séparation évidemment, sur l'exercice de l'autorité parentale, et tout cela donne lieu à une homologation par le juge des affaires familiales qui va regarder, là encore une fois, si c'est dans l'intérêt de l'enfant ou pas, et si le juge des affaires familiales homologue la convention, la convention elle a comme l'effet d'un jugement. Finalement, quand on s'interroge sur les fondements de l'autorité parentale, on se rend assez vite compte que, cette autorité parentale, pour les parents, elle est fondée sur un besoin de protection de l'enfant. Elle est fondée sur un état de vulnérabilité, et donc, corrélativement, l'autorité parentale cesse avec la cessation de ce besoin, avec la cessation de cette vulnérabilité. C'est-à-dire, concrètement, dans les deux cas les plus classiques, à la majorité de l'enfant, donc lorsque l'enfant devient adulte, ou à son émancipation. Alors aujourd'hui, c'est 18 ans, la majorité, depuis une loi du 5 juillet 1974 exactement. Avant, c'était 21 ans. Et donc, il n'y a plus d'autorité parentale, par principe, au moment où l'enfant devient suffisamment en mesure de pouvoir lui-même à sa sécurité, à sa santé et à sa vie quotidienne. On peut se demander si l'autorité parentale, finalement, est binaire ou pas. Il y a l'autorité parentale qui serait pleine et entière avant la majorité ou avant l'émancipation, et puis après, plus rien. En réalité, les choses sont sans doute un petit peu plus contrastées. Parce qu'il y a, avant la majorité ou avant l'émancipation, il y a parfois une certaine atténuation de l'autorité parentale. Il y a une certaine atténuation de l'autorité parentale, par exemple, pour l'adoption de l'enfant de plus de 13 ans ou pour le changement de son nom de famille, il faudra obtenir le consentement du mineur en question. Et puis, de manière plus générale encore, le Code civil pose un principe, c'est l'alinéa 3 exactement de l'article 371-1, principe suivant lequel les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc il y a finalement une espèce d'atténuation de l'autorité parentale. Plus l'enfant grandit et plus il est à même, en fonction de son âge, de son degré de maturité, de consentir, d'être associé, plus il doit l'être, et donc corrélativement, moins l'autorité parentale est étendue, est importante. Et puis, à l'inverse, après la majorité ou après l'émancipation, il y a encore des bribes comme ça d'autorité parentale, ou en tout cas des bribes de droits pour les parents notamment. Notamment le droit de s'opposer au mariage d'un descendant, même devenu majeur. Alors, c'est pas un droit discrétionnaire, hein, c'est lorsqu'il y a un manque de respect d'une des conditions posées par la loi, notamment lorsqu'il n'y a pas de véritable consentement de l'un des époux, il y a une possibilité pour un parent de s'opposer au mariage. En tout cas, l'autorité parentale, elle n'est pas discrétionnaire. Elle n'est pas discrétionnaire, c'est ce qu'on appelle un droit-fonction, c'est-à-dire un droit qui est donné dans un intérêt bien particulier. Cet intérêt-là, c'est quoi? C'est la protection de l'enfance, c'est l'intérêt et le respect dû à l'enfant. La question se pose pour des parents qui seraient eux-mêmes des majeurs protégés. Une personne qui est sous tutelle, qui est sous curatelle, est-ce qu'elle a ses droits afférents à l'autorité parentale? Eh bien, oui, dit le Code civil, c'est l'article 458 exactement, le fait pour une personne d'être placée sous un régime de protection n'entraîne pas en lui-même la perte de l'exercice de l'autorité parentale.
Par exemple, un parent qui est sous tutelle, eh bien, peut saisir le juge des enfants ou peut faire appel d'une décision du juge des enfants. Donc il n'est pas privé de son autorité parentale par le seul fait qu'il est lui-même sous protection, et notamment si c'est un majeur protégé. À l'inverse, il y a parfois des parents qui pourraient être mineurs. Et là, il n'y a pas de texte en la matière. Et donc, la jurisprudence, l'ensemble des décisions, la Cour de cassation a dû se demander si on pouvait avoir tout simplement les prérogatives normales de l'autorité parentale lorsqu'on était un parent, certes, mais mineur. Et il y a des décisions, notamment il y a une décision de la Cour d'appel de Dijon du 4 juillet 2012 qui nous dit en substance que le législateur n'impose pas une condition d'âge. Et donc s'il n'y a pas de condition d'âge, bah, ça veut dire qu'un parent qui serait lui-même mineur eh bien, aurait l'autorité parentale sur son propre enfant. Alors, le parent qui serait mineur, si vous avez bien suivi, serait lui-même placé sous l'autorité parentale de ses parents. Et donc, de fait, les parents du mineur qui lui-même serait parent, eh bien, ces parents-là, donc les grands-parents du petit-enfant en question, auraient un pouvoir important à travers leur propre autorité parentale, et notamment peuvent décider des horaires de sortie, par exemple, du jeune parent mineur qui habite avec eux. Donc l'autorité parentale, c'est finalement un ensemble de droits et de devoirs tournés vers quoi? Vers une finalité particulière qu'est l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant est prévu à peu près partout dans le Code civil, dans les conventions internationales, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Mais la difficulté, c'est que cette notion d'intérêt de l'enfant, qui est omniprésente, eh bien, elle n'est définie nulle part. C'est une boussole, c'est la mesure des règles en matière d'autorité parentale, mais elle est définie nulle part. Et donc l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce que c'est? Ben, alors si on caricature un petit peu, pour un parent, ça peut être de laisser son enfant manger ce qu'il veut quand il le veut, et puis à l'inverse, pour un autre parent, ça pourrait être de surveiller ce que mange l'enfant en question. Donc l'intérêt de l'enfant, c'est une notion floue, c'est une notion qui n'est pas définie, c'est une notion qui est soumise à ce qu'on appelle la souveraine appréciation des juges du fond, c'est-à-dire des tribunaux et des cours d'appel. Voilà. Ce sont les juges qui déterminent, quand ils sont saisis de la question, si tel ou tel élément est ou non dans l'intérêt de l'enfant. Donc, finalité, protection de l'enfant, c'est posé par le Code civil, protection de la santé, protection de la moralité, protection de la sécurité, et puis, depuis 2024, protection de la vie privée aussi. Pourquoi faire? Bah, tout ça pour permettre, finalement, le bon développement, la bonne éducation de l'enfant. Tout ça est finalement assez flou, et donc il faut regarder, au-delà du Code civil, il faut regarder la jurisprudence, c'est-à-dire donc l'ensemble des décisions. Quand on regarde la jurisprudence, on a finalement une connaissance un petit peu plus fine de ce que permet ou pas l'autorité parentale. Alors comme ça, quelques éléments sans être exhaustif, mais on voit en jurisprudence que l'autorité parentale, ça permet quoi? Bah, ça permet d'abord d'autoriser ou non, ou d'interdire les sorties de la maison. Selon le Code civil, c'est l'article 371-3, l'enfant ne peut, sans permission des pères et mères, quitter la maison familiale, et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. Donc, premier attribut, finalement, autoriser ou non les sorties. Alors, encore une fois, hein, il faut garder en tête que tout cela est dans l'intérêt de l'enfant, donc il ne s'agit pas de séquestrer un enfant, mais il s'agit quand même de contrôler. Le contrôle est légitime, et notamment les entrées et sorties du mineur. Alors, idem pour les sorties de territoire, avec quand même une petite précision. En principe, un mineur peut sortir du territoire avec le consentement d'au moins un des titulaires de l'autorité parentale, sauf s'il y a ce qu'on appelle une interdiction de sortie du territoire. Là, c'est pareil, c'est une décision qui est prononcée par le JAF, par le juge d'affaires familiales. C'est l'article 373-2-6 du Code civil exactement, qui permet à un JAF, à la demande de l'un des parents, eh bien, d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Donc c'est une exception. Principe, un mineur peut quitter le territoire avec au moins l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale. Exception, si un des parents saisit le JAF et que le JAF pose une interdiction, il faudra le consentement des deux. Alors ça, c'est une problématique qui se rencontre assez fréquemment lorsqu'il y a des risques d'enlèvement internationaux aux séparations, lorsqu'il y a un des parents qui a de la famille à l'étranger et qu'on craint un risque d'enlèvement international, il y a cette possibilité pour le JAF d'interdire la sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents.
Auparavant, il y avait même un arrêt du Conseil d'État de 2015, du 9 décembre 2015 exactement, qui avait refusé d'admettre la responsabilité de l'État, qu'on était venu rechercher. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait une jeune fille qui était partie, une jeune fille mineure qui était partie pour la Syrie, hein, pour être enrôlée dans le djihad, et on avait recherché la responsabilité de l'État, et à l'époque, le droit français permettait à un mineur de sortir du territoire sans autorisation parentale, la loi du 3 juin 2016 exactement, qui renforce la lutte contre le crime organisé et contre le terrorisme, eh bien, a rétabli l'obligation pour un mineur qui quitte le territoire national, eh bien, d'avoir au moins l'autorisation d'un titulaire de l'autorité parentale. Une fois qu'on a compris que l'autorité parentale, c'était un droit fonction, c'était tourné vers l'intérêt supérieur de l'enfant, on comprend que c'est à la fois un droit et un devoir finalement. C'est pas simplement une prérogative comme ça qu'on exerce à sa guise, et le texte et le code civil le disent hein, clairement, c'est un ensemble de droits et de devoirs. Ça implique quoi au quotidien? Ben, ça implique pas simplement de surveiller les entrées, les sorties, pas simplement cette question de sortie du territoire, ça implique une prise en charge évidemment au quotidien. Une prise en charge au quotidien, loger l'enfant, le nourrir, le vêtir, l'accompagner à l'école, lui assurer une vie sociale. Voilà. Sont autant d'exemples des attributs de l'autorité parentale. Et puis il y a aussi une responsabilité civile qui découle de l'exercice de l'autorité parentale. Hein, quand l'enfant cause un dommage, les parents sont aussi responsables. Il y a parmi les attributs de l'autorité parentale, quand on voit en jurisprudence, une possibilité aussi de surveiller, même un devoir de surveiller les fréquentations de l'enfant, de surveiller aussi sa correspondance. Alors sa correspondance, pas simplement papier, hein, sa correspondance aussi téléphonique, électronique, les emails, les SMS, et puis évidemment toutes les relations du mineur sur les réseaux sociaux. Simplement, là encore, il y a des principes qui peuvent entrer en contradiction en quelque sorte, il faudra les concilier, parce que cette surveillance doit être proportionnée et exercée dans le respect d'un autre droit, qui est le droit au respect de la personne de l'enfant hein, pour le mineur, et puis droit à l'autonomie qui est consacré notamment par les textes internationaux dont on parlait tout à l'heure, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l'article 16 exactement pose le droit de l'enfant à ne pas faire l'objet d'immixtion dans sa vie privée, sa famille et sa correspondance. Donc il y a là encore une conciliation à effectuer entre la surveillance et l'autonomie qui doit être laissée à un enfant, surtout si l'enfant est en âge de discernement. Et donc il y a un équilibre à trouver. Ce contrôle-là des communications et de l'usage des réseaux sociaux, bah, c'est de la compétence normalement des deux parents. Il y a une décision de cour d'appel, c'est la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait en 2014, dans un arrêt du 2 septembre 2014, qui avait condamné un parent, c'était la mère à l'époque, sous astreinte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle ne respectait pas, à chaque jour de retard ou à chaque semaine de retard, bah, elle devait payer. Donc elle avait condamné cette décision, la mère, d'un enfant de 9 ans, à fermer le compte Facebook ouvert au nom de l'enfant sans autorisation de l'autre parent. Et puis, on l'a dit tout à l'heure un petit peu en introduction, la loi du 19 février 2024 est venue encadrer l'utilisation en ligne de l'image des mineurs pour répondre aux problématiques évidemment émergentes des enfants influenceurs, des enfants exploités, des enfants qui font du unboxing, etc. C'est-à-dire qui déballent comme ça des cadeaux ou des produits pour bien en faire la promotion auprès d'un jeune public essentiellement. Et le législateur est venu poser donc de nouvelles dispositions dans le Code civil en matière d'autorité parentale, en posant que les parents protègent en commun le droit à l'image, dit le législateur, en réalité le droit sur l'image, de l'enfant mineur dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9 du Code civil. Alors pour rappel, l'article 9 du Code civil pose que chacun a droit au respect de sa vie privée, et donc pour la vie privée du mineur et pour le droit sur l'image du mineur, eh bien, ce sont les parents qui exercent en commun cette prérogative. Et là, c'est pareil, on retrouve le principe un peu cardinal dont on a déjà parlé. Le texte pose noir sur blanc que les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image selon son âge et son degré de maturité. Donc là, encore une fois, on associe l'enfant. Il s'agit de prendre en considération son discernement, son âge et sa faculté de s'exprimer.
Et donc c'est pas une prérogative arbitraire, hein, le contrôle du droit sur l'image du mineur, c'est une prérogative qui est commune déjà aux deux parents, donc ça doit faire l'objet d'une codécision, et on doit aussi associer l'enfant, donc finalement ça peut être parfois un petit peu délicat à harmoniser en pratique. Cette loi-là, de 2024, elle a pour origine une des recommandations qui avaient été formulées par le Défenseur des droits, dans un rapport de 2022 exactement, sur le respect de la vie privée des enfants. Et il y a des sanctions qui sont prévues par le dispositif, et notamment, c'est un nouveau cas de délégation forcée de l'exercice de l'autorité parentale, lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses deux parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale. Donc lorsqu'il y a une atteinte grave à la dignité du mineur ou à son intégrité morale, on pense évidemment à la diffusion d'images pédopornographiques. Dans ce cas-là, ça peut être un cas de délégation forcée euh, pour qu'un tiers soit investi de l'autorité parentale au lieu des parents. Simplement, cette exigence du double consentement parental, eh bien, peut entrer aussi en contradiction avec des textes, notamment en matière de données personnelles, qui confèrent une majorité numérique, en France c'est 15 ans, aux mineurs. Donc d'un côté, on nous dit que les parents contrôlent les correspondances, les réseaux, etc. Et de l'autre, eh bien, on a une possibilité d'avoir une majorité numérique, c'est-à-dire une majorité avant la majorité classique de 18 ans pour les réseaux sociaux. Alors c'est une question qui est très discutée en ce moment, mais pour l'instant c'est 15 ans. La question s'est posée, évidemment, pour l'autorité parentale, hein, avatar de la puissance paternelle, s'il y avait un droit de correction. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on a un droit, est-ce qu'on a même un devoir de corriger son mineur lorsqu'il y a des écarts de conduite, lorsqu'il y a des turbulences, lorsqu'il y a de l'indélinquance, que sais-je encore. Bah, traditionnellement, il y avait un droit de correction, un droit de correction physique. C'était un attribut de la puissance paternelle, et puis on retrouvait cette pratique, pas simplement en France, mais dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, avec la pratique du caning, des coups de bâton. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a légitimement interdit les châtiments corporels. Et donc, l'interdiction des violences éducatives ordinaires, comme on dit en législation, a été consacrée par une loi en France, qui est la loi du 10 juillet 2019, relative à l'interdiction de ces violences éducatives ordinaires. Et donc, cette loi de 2019 vient ajouter dans le Code civil, dans les dispositions qui intéressent l'autorité parentale, et notamment à l'article 371-1 du Code civil, une précision que l'autorité parentale, je cite, s'exerce sans violence physique ou psychologique. Donc les gifles sont interdites, les fessées sont interdites, les brimades sont interdites, évidemment. Alors, à l'inverse, on doit prendre soin de l'enfant, on doit prendre soin de l'enfant, c'est-à-dire lui prodiguer notamment les soins médicaux nécessaires. Il y a des soins d'ailleurs qui sont obligatoires, il y a des examens ou des actes médicaux qui sont imposés aux parents par la loi, par exemple les visites médicales obligatoires dans le cadre scolaire, les vaccinations obligatoires. Simplement, là encore, il y a une espèce de sas, une espèce d'îlot de libre consentement du mineur lui-même sur sa personne, notamment pour ce qui concerne évidemment la contraception et l'interruption volontaire de grossesse. Les mineurs disposent d'une autonomie en la matière, et donc pour préserver leur début de vie sexuelle, le législateur, dans le Code de la santé publique notamment, depuis une loi du 4 juillet 2001, eh bien, prévoit que les mineurs peuvent se passer du consentement parental pour notamment subir une interruption volontaire de grossesse. Et puis, au-delà de l'obligation de soins, il y a aussi une obligation scolaire. Obligation scolaire, alors là c'est pareil, c'est à tempérer. Parmi les attributs de l'autorité parentale, il y a le droit et même le devoir de déterminer l'établissement, soit public, soit privé, du mineur, de décider de l'orientation, de décider du choix des langues, des options, des sections, des filières, le cas échéant du type d'enseignement professionnel, général, etc. Et le cas échéant, autoriser ou refuser l'arrêt des études. Et le Code de l'éducation pose que l'instruction est obligatoire pour les enfants entre 6 et 16 ans. Donc le droit à l'instruction qu'a l'enfant se manifeste par l'obligation des parents de la lui délivrer ou de faire en sorte que l'enfant puisse bénéficier d'une instruction. Donc les parents décident, à partir du droit à l'instruction de l'enfant, décident des modalités en quelque sorte. Comment est-ce que le droit à l'instruction va se réaliser? Est-ce qu'on confie l'enfant à un établissement public, privé, etc.
Il y a une possibilité aussi qui est prévue, qui est une possibilité un petit peu dérogatoire, qui est l'IEF, c'est-à-dire l'instruction en famille. Parfois, les parents préfèrent instruire l'enfant eux-mêmes à domicile, et c'est possible. Alors c'est possible simplement, ça a été modifié parce que assez longuement, traditionnellement, c'était simplement une déclaration à faire auprès de l'autorité publique, depuis une loi du 24 août 2021 exactement, qui conforte les principes, le respect des principes de la République et qui a pour objectif de lutter contre les séparatismes, hein, concrètement. Cette loi de 2021, elle pose un régime d'autorisation. C'est-à-dire que pour faire de l'instruction en famille, il suffit plus de faire une simple déclaration, il faut encore être autorisé et montrer qu'il y a un projet pédagogique ou qu'il y a une nécessité particulière, qu'il y a une phobie scolaire, qu'il y a une difficulté de l'enfant en communauté ou qu'il y a un problème de santé. Voilà, il faut en justifier. De la même manière, pour l'autorité parentale, eh bien, on va retrouver ce qui concerne l'éducation politique et morale. Les parents sont responsables de cette éducation morale, politique, civique, hein, comme on a dit pendant longtemps. Mais là encore, on voit bien qu'il y a une certaine autonomie en la matière, et c'est reconnu d'ailleurs par la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est l'article 14, qui reconnaît aux mineurs une certaine autonomie. Plus l'enfant grandit, plus évidemment il aura voix au chapitre dans sa philosophie, son éducation civique, etc. Et puis, de manière extrêmement triste, mais ça arrive en jurisprudence, parmi les prérogatives de l'autorité parentale, il y a le choix de la sépulture. Le cas échéant, lorsque le mineur vient à décéder, avant sa majorité, le choix de la sépulture, le lieu de la sépulture, les modalités d'inhumation d'un enfant mineur, eh bien, sont des attributs de l'autorité parentale. C'est-à-dire que les deux parents doivent être en principe d'accord, et s'ils ne sont pas d'accord, là encore une fois, c'est le juge qui tranche dans l'intérêt de l'enfant. Alors ça peut être compliqué quand c'est un enfant en bas âge de savoir quel est son intérêt, mais c'est le principe de l'intérêt de l'enfant qu'on retrouve, qui va déterminer pour le juge si un parent a plutôt raison, entre guillemets, de choisir tel ou tel mode de sépulture, etc. etc. Donc, c'est ce principe, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce principe de l'intérêt de l'enfant qui guide à peu près toutes les règles et toutes les solutions en matière d'autorité parentale, à ceci près que, encore une fois, l'intérêt de l'enfant n'est défini nulle part. Et donc, c'est quelque chose qui peut être extrêmement subjectif. C'est très louable en théorie de considérer que l'intérêt de l'enfant, c'est la boussole. En pratique, ça peut être extrêmement difficile. Il peut y avoir des divergences entre les parents, on l'a dit, il peut y avoir des divergences entre les juges. Et puis, il y a une insécurité juridique évidemment assez importante qui en découle. S'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, une fois qu'on a compris ce que ça recouvrait, quelles étaient les principales décisions, etc., comment ça s'exerce en pratique? Eh bien, en principe, l'exercice de l'autorité parentale se fait en commun, se fait par les deux parents. Par les deux parents, quelle que soit d'ailleurs la filiation, qu'il s'agisse d'un enfant né en mariage, hors mariage, en concubinage, en pax, etc., entre les parents, peu importe. Le principe est celui de l'exercice en commun de l'autorité parentale. Le principe est celui de la coparentalité, hein, depuis la loi de 2002. Et chose importante également, cet exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents ne cesse pas, par principe, à la séparation des enfants. Donc la séparation des parents, dit le Code civil, eh bien, n'a aucune incidence sur les règles par principe d'exercice de l'autorité parentale. Alors le principe, on l'a bien compris, exercice en commun de l'autorité parentale, il faut que les deux parents soient d'accord. Il y a un certain nombre d'exceptions à cet exercice conjoint de l'autorité parentale. Alors comme ça, pêle-mêle, il y a d'abord l'exception, le cas où l'enfant n'a pas été reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance. C'est le parent qui a reconnu l'enfant qui est investi de l'exercice de l'autorité parentale par principe. Deuxième exception, lorsqu'il y aura donc un exercice unilatéral de l'autorité parentale, lorsque la filiation est établie par voie judiciaire. Eh bien, c'est le parent qui, par principe, qui entreprend l'établissement judiciaire qui sera investi. De la même manière, si l'enfant est adopté par une seule personne, par principe, c'est l'adoptant qui sera investi de l'autorité parentale, en tout cas de l'exercice de l'autorité parentale. Alors pour l'enfant, pour l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire pacsé ou du concubin, les choses sont un petit peu différentes parce que le Code civil pose que l'adoptant est titulaire de l'autorité parentale, concurremment avec l'autre membre du couple, et l'autre membre du couple, donc qui est le parent souvent biologique, conserve seul l'exercice
de l'autorité parentale, sauf si il y a une déclaration qui est faite, une déclaration conjointe qui est faite au tribunal judiciaire pour rétablir l'exercice commun. Mais sinon, c'est un exercice unilatéral. Autre exception aussi à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, lorsqu'un parent est privé de la possibilité de manifester sa volonté ou est absent. S'il est loin, s'il est éloigné, s'il est malade, s'il a une maladie physique ou psychique qui l'empêche d'exprimer sa volonté, eh bien l'exercice se fait de manière unilatérale par l'autre parent. Et puis évidemment, si un parent décède, euh, il y a un exercice unilatéral par le parent survivant. Mais de la même manière, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'un parent est privé de l'exercice de l'autorité parentale, il n'est pas privé de l'existence de l'autorité parentale, il la conserve au moins virtuellement, mais en tout cas, il peut être privé de l'exercice. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un parent qui exerce seul l'autorité parentale sur décision de justice, et là c'est pareil, le code civil est on ne peut plus vaste, on ne peut plus vague en la matière, qui pose à l'article 13-2-1, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Voilà. Donc il peut y avoir un exercice unilatéral qui est exercé par un parent sur décision du juge. De manière générale, pour l'exercice de l'autorité parentale, il faut distinguer deux catégories d'actes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les actes usuels, et en contrepoint, il y a les actes non usuels. Le principe, c'est quoi? Le principe, il est posé par le Code civil, c'est l'article 372, qui pose qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Ça veut dire que pour les actes usuels, par principe, il ne faut pas le consentement des deux parents, même si les deux parents exercent l'autorité parentale, eh bien, lorsque l'acte usuel est fait par un parent, à l'égard des tiers de bonne foi, le consentement suffit, le consentement du parent suffit. À l'inverse, et à contrario de cette disposition, il faut que les tiers obtiennent le consentement des deux parents, qu'ils soient séparés ou non d'ailleurs, pour les actes qui ne sont pas usuels. Alors, la question évidemment essentielle, me direz-vous, qu'est-ce donc qu'un acte usuel? Là encore, il n'y a pas de définition dans la loi. Le législateur ne définit pas ce qu'il faut entendre par acte usuel. Et là encore, il faut regarder la jurisprudence, c'est-à-dire les solutions de la Cour de cassation essentiellement, ou des cours d'appel pour avoir une idée de ce que peut recouvrir la notion d'acte usuel. Quand on regarde la jurisprudence, il y a une décision d'ailleurs intéressante de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de 2011 qui avait été rendue en matière d'assistance éducative et qui avait considéré comme acte usuel les actes de la vie, je cite, quotidienne, sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principes essentiels et qui ne présentent aucun risque grave apparent pour l'enfant. Ou encore, même s'ils revêtent un caractère important, poursuit la Cour, des actes s'inscrivant dans une pratique antérieure non contestée. Donc, des actes de la vie quotidienne sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe. Par exemple, en jurisprudence, qu'est-ce qu'on retrouve comme acte usuel de l'autorité parentale qui peuvent donc être effectués par un seul des deux parents? Des demandes de carte d'identité, des demandes de passeport, des demandes d'inscription de l'enfant sur le passeport de l'un des parents. Ce sont des actes qui sont généralement considérés comme usuels. Mais quand on s'interroge sur les critères posés par la jurisprudence, et notamment par cet arrêt de 2011, finalement, il y a deux critères qui peuvent être pris en considération pour essayer de savoir si oui ou non c'est un acte usuel de l'autorité parentale. Premier critère, est-ce qu'il y a une rupture par rapport au passé? Est-ce qu'il y a une rupture ou est-ce qu'au contraire il y a une continuité? S'il y a une rupture par rapport au passé, a priori c'est un acte non usuel. Voilà. Si on change le mode de vie de l'enfant, c'est un acte a priori qui est non usuel. Et puis deuxième critère, on se concentre plus sur le passé, mais on se concentre sur l'avenir. Est-ce que l'acte en question engage l'avenir de l'enfant? Si l'acte engage l'avenir ou s'il rompt avec le passé, on est plutôt en présence d'un acte non usuel. Et donc pour ces actes non usuels, ce sont les deux parents qui doivent consentir, et là encore, si les parents ne sont pas d'accord, eh bien l'un des deux parents saisit le JAF, le juge d'affaires familiales, qui tranche. Quand on regarde, pareil, en jurisprudence, ce qu'on peut considérer comme usuel, non usuel, on regarde qu'il y a un certain nombre de domaines quand même qui sont plutôt des actes non usuels. Par exemple, les décisions graves qui ont trait à la santé de l'enfant,
Il y a des décisions jurisprudentielles sur la prise de traitement à base d'hormones de croissance. Bon, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017, dit que c'est plutôt effectivement de la compétence des deux parents. Et si les parents ne sont pas d'accord, bien c'est le juge d'affaires familiales qui tranche. Le Conseil d'État aussi, qui a été saisi en la matière, il a été saisi parce que il s'agissait de la responsabilité d'un médecin prescripteur. Le médecin avait prescrit un antidépresseur à une mineure de 16 ans, malgré l'opposition du père, et donc le Conseil d'État a considéré que le médecin engageait sa responsabilité. Donc c'est pas anodin de prendre un traitement à base d'antidépresseurs, c'est pas anodin de subir une opération, alors sauf en cas d'urgence et de nécessité vitale, mais globalement ce sont des actes qui sont non usuels et qui requièrent le consentement des deux parents des deux titulaires de l'autorité parentale, les deux parents de l'enfant, ou le cas échéant, une décision du juge pour trancher le désaccord. De la même manière, la Cour de cassation a eu à trancher les questions de pratiques religieuses, de circoncision par exemple. Alors la Cour de cassation a fait un petit distinguo, elle a considéré que s'il y avait une nécessité médicale, ça pouvait être un acte usuel, mais si en revanche il s'agissait d'une circoncision rituelle, bien c'était un acte qui était soumis au consentement par principe des deux titulaires de l'autorité parentale, ou le cas échéant qui devait être tranché par le juge. De la même manière, pour l'éducation religieuse, eh bien, ce sont des thèmes qui sont plutôt de l'ordre de la codécision. Ce sont plutôt des actes qui ne sont pas anodins. Ce qui concerne l'éducation religieuse d'un mineur, c'est pas un acte usuel. Il faut que les parents soient d'accord, surtout si ça rompt avec le passé. Donc le choix de la religion, des pratiques, des enseignements religieux, le fait d'inscrire ou pas un enfant dans un établissement scolaire religieux, tout ça, ce sont des actes qui sont soumis à codécision. Sauf si, précisément, il s'agit que la répétition d'actes qui ont déjà été, qui sont déjà intervenus par le passé, si voilà, un enfant a déjà été baptisé, par exemple, il n'y a pas besoin de l'autorité, il n'y a pas besoin du consentement des deux titulaires de l'autorité parentale pour, que sais-je, conduire l'enfant à la messe, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais on ne respecte pas ce processus de codécision pour les actes qui ne sont pas usuels de l'autorité parentale? On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le médecin, il y a un principe de responsabilité. Un principe de responsabilité du tiers qui passerait outre le refus, hein, de manière assez grave d'ailleurs, ou qui ne requérait pas qui ne s'enquérait pas du consentement des deux titulaires de l'autorité parentale. Donc on voit des arrêts comme ça, hein, qui, notamment en matière de circoncision encore. On a un arrêt de la Cour de Paris hein, du 29 septembre 2000, par exemple, qui eh bien, considère que le médecin engage sa responsabilité à l'égard du parent qui n'a pas consenti. Mais on peut aussi envisager une responsabilité, pas simplement du tiers qui a passé outre, qui s'est passé qui a passé outre en cas d'opposition, qui s'est passé en cas d'absence de consentement de l'autorisation des deux titulaires de l'autorité parentale. On peut aussi envisager une sanction à l'encontre du parent qui a agi seul. Il y a une décision notamment de la Cour d'appel de Nîmes du 20 juin 2012 qui condamne un père, en l'occurrence, à verser 5 000 € de dommages et intérêts à la mère pour avoir effectué, sans l'accord de la mère, un acte non usuel relatif à la religion de l'enfant. En l'occurrence, le père avait organisé la bar mitzvah, donc la communion dans le culte israélite, d'un enfant de 12 ans, lors d'un voyage en Israël, sans que la mère ait été informée et sans qu'elle ait consenti. Et donc le père a été condamné à réparer le préjudice causé à la mère. Et puis, il y a aussi des sanctions un petit peu plus larges, parce que, on va y revenir, mais il y a un principe de respect des droits de l'autre parent, et donc le parent dont les droits n'ont pas été respectés peut se fonder sur le code civil pour saisir le juge d'affaires familiales et pour le cas échéant demander, voire obtenir des modalités de résidence différentes, voilà, des transferts de droits. S'il y a un parent qui est inapte régulièrement ou gravement, qui est inapte à respecter les droits de l'homme, respecter pardon, les droits de l'autre, et notamment les droits de l'homme, mais les droits de l'autre parent, ou les droits fondamentaux de l'enfant, donc ça se rejoint d'une certaine mesure, et bien s'il le fait de manière répétée ou s'il le fait de manière grave, eh bien il peut se voir
a trait devant le juge d'affaires familiales pour tout simplement que le parent victime de ces agissements comme ça graves ou à répétition unilatéraux, eh bien, soit par exemple déchu de son droit de résidence ou qu'on restreigne ses droits de visite et d'hébergement, c'est possible. Donc il y a un certain nombre comme ça de décisions quand on regarde qui tranchent des conflits, par exemple sur les décisions de faire baptiser ou non les enfants. Il y a une décision où un père juif exerçait un droit de visite et d'hébergement et s'opposait à l'inscription par la mère qui était catholique de l'enfant dans un établissement catholique. Donc la mère avait la résidence habituelle, le père avait un droit de visite et d'hébergement tous les 15 jours, et il s'opposait à ce que la mère puisse inscrire l'enfant dans l'établissement catholique. Et la Cour d'appel, c'est une décision de la Cour d'appel de Douai du 28 août 2014 exactement, eh bien, a donné raison au père et a considéré que l'intérêt de l'enfant est d'être scolarisé dans les conditions ne faisant pas primer les convictions religieuses d'un parent sur celles de l'autre. Et la Cour d'appel de Douai, c'est une solution qui est d'ailleurs mobilisable de manière plus générale quand il y a un différend des parents s'agissant de l'inscription à l'école. La Cour d'appel de Douai précise que l'école publique et laïque offre à cet égard les gages de la neutralité religieuse. Et donc, quand il y a un différend, dès lors que c'est pas justifié par l'intérêt de l'enfant, qui est un établissement confessionnel particulier, eh bien c'est l'école publique par défaut. Et d'ailleurs, par défaut, on observe souvent que lorsque les parents sont pas d'accord, le juge le juge d'affaires familiales s'en tient souvent au statu quo. Voilà. Si encore une fois, l'enfant jusqu'ici a été élevé dans la religion catholique ou dans la religion juive ou qu'il était bouddhiste, le changement de pratique ou d'enseignement requiert par principe le consentement des deux titulaires de l'autorité parentale. Et s'il n'y a pas consentement des deux titulaires, le juge prononce en général le statu quo et donc interdit les actes unilatéraux nouveaux, en quelque sorte, qui seraient pas qui rompraient avec la pratique antérieure. Et puis l'enfant, encore une fois en la matière, a un droit à être entendu. Et la Cour de cassation l'a rappelé notamment dans un arrêt du 14 avril 2021. En l'occurrence, c'était un enfant qui demandait, il y avait un conflit parental sur des soins médicaux, hein, et l'enfant eh bien, a demandé à être entendu. Et donc la Cour de cassation rappelle ce droit de l'enfant à être entendu dès lors qu'il a un âge discernant. En cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale, donc on a bien compris, par principe, exercice conjoint, les deux parents. Parfois, les deux parents sont investis d'autorité parentale, mais il n'y a qu'un seul parent qui exerce l'autorité parentale. Donc l'autre n'est pas déchu, il n'y a pas de retrait encore, mais il y a un exercice unilatéral. Quand il y a cet exercice unilatéral, et notamment sur décision de justice, dans l'intérêt de l'enfant, dit le Code civil, eh bien, il y a quand même un maintien des prérogatives fondamentales qui sont attachées à l'autorité parentale pour le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale. Donc on a deux parents, il y en a un qui exerce l'autorité parentale de manière unilatérale sur décision d'un juge, l'autre conserve quand même des prérogatives. L'autre n'est pas déchu de son autorité parentale, on ne lui retire pas pour autant son autorité parentale. Qu'est-ce qu'il a comme prérogative, comme reste en quelque sorte de l'autorité parentale, ce parent qui n'exerce pas effectivement l'autorité parentale? Il a d'abord le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant. Il a des droits d'entretenir des relations personnelles avec son enfant, et notamment sous la forme d'un droit de visite et d'hébergement. Même lorsqu'un parent n'exerce pas l'autorité parentale, eh bien, il peut avoir des relations personnelles et il peut solliciter un droit de visite et d'hébergement. Et d'ailleurs, le Code civil pose que ce droit de visite et d'hébergement, au profit du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale, ne peut pas lui être refusé, sauf s'il existe des motifs graves, et notamment, évidemment, des cas de violence avérés. Donc, celui qui a pas l'exercice de l'autorité parentale, eh bien, conserve quand même des prérogatives qui sont attachées, des prérogatives fondamentales, un noyau dur, en quelque sorte, un noyau dur de prérogatives attachées à l'autorité parentale, au premier rang desquelles, prérogatives, évidemment, le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant, droit d'ailleurs qui résulte des textes et des engagements internationaux de la France. Deuxième prérogative, pour le parent qui n'exercerait pas l'autorité parentale, mais qui n'en serait pas pour autant déchu, on a bien compris, c'est un droit de surveillance de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, et le droit à l'information.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'exerce pas, l'autorité parentale a le droit de surveiller ce que fait l'autre parent, en matière d'entretien, en matière d'éducation de l'enfant, et a le droit d'être informé des décisions importantes qui concernent l'enfant, et donc des décisions qui seraient prises dans ce cas de figure par le parent qui exercerait seul, unilatéralement, l'autorité parentale. Et d'ailleurs, la question s'est posée de savoir si ce parent qui n'exerçait pas l'autorité parentale devait en faire la demande au juge ou pas. La Cour de cassation a répondu par la négative. C'est un droit qui est automatique. Le parent qui n'est pas titulaire de l'autorité parentale dispose de ce droit de surveillance, de l'entretien, de l'éducation de l'enfant, et ce droit à l'information sans qu'il ait à le solliciter. Il n'y a pas besoin de le solliciter, c'est automatique, c'est une décision notamment de la première chantier de la Cour de cassation du 6 février 2001. Ça implique quoi, ces droits de surveiller l'entretien, l'éducation, ce droit d'être informé? Ça implique le droit à la communication régulière, notamment des documents scolaires, du carnet de santé de l'enfant. Il y a une décision de la Cour de Paris, notamment du 16 février 90, qui est dans ce sens. Ça permet aussi de contrôler l'exercice de l'autorité parentale dévolue à l'autre, voire même de contester parfois des décisions, dès lors que les décisions ne seraient pas prises dans l'intérêt de l'enfant. Alors ça veut dire quoi? Attention, c'est pas un droit de veto, hein, c'est pas un droit, le droit de surveiller, le droit d'être informé, c'est pas un droit de veto, c'est-à-dire que lorsque le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conteste les choix effectués par le parent qui exerce de manière unilatérale l'autorité parentale, eh bien, il doit saisir le juge. C'est pas un droit de contrôle absolu. Il faut saisir le juge et il faut démontrer que les choix et les décisions qui ont été effectuées par le parent qui exerce l'autorité parentale eh bien, ne correspondent pas à l'intérêt de l'enfant. Donc il faut un motif légitime, concrètement, pour pouvoir évidemment s'opposer. Mais c'est important de faire cette précision parce qu'on voit en pratique, et j'en ai parmi mes clients, parfois il y a un jugement qui pose l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par un des parents, et puis l'autre parent se voit exclu des moyens du type Classly, etc., d'être en contact avec la scolarité des enfants. C'est illégal parce que cette exclusion-là, eh bien, ça ne permet pas aux parents qui n'exercent pas l'autorité parentale eh bien, de surveiller l'éducation, et notamment l'éducation évidemment scolaire de l'enfant. Alors, évidemment, quels sont les cas dans lesquels il peut y avoir un exercice unilatéral de l'autorité parentale qui serait décidé par le juge? Le Code civil pose l'exigence d'intérêt de l'enfant. Encore une fois, très très flou. Si l'intérêt de l'enfant le commande, pose le texte, c'est l'article 373-2-1 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, si l'intérêt de l'enfant le commande. Mais qu'est-ce donc que cet intérêt de l'enfant? Et dans quel cas, concrètement, il va pouvoir y avoir un exercice unilatéral de l'autorité parentale par un seul des parents? Alors, on s'est posé la question, par exemple, pour le désintérêt. Est-ce que si un parent manifeste un certain désintérêt pour l'enfant, est-ce que c'est un motif? Alors là, il y a quand même une certaine hésitation jurisprudentielle. C'est un motif qui est assez fréquent, qui est assez fréquemment invoqué, le désintérêt de la part d'un parent à l'égard de son enfant, pour priver le parent en question de son exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'il y a une insuffisance d'investissement affectif, la Cour de cassation l'a admis notamment dans un arrêt du 4 novembre 2010, mais la Cour de cassation a tempéré dans un arrêt un peu plus récent du 2 décembre 2020, elle a considéré que le désintérêt d'un parent, en l'occurrence c'était le père, pouvait être justifié par les agissements également de l'autre parent. Et en l'occurrence, c'était une mère qui n'accompagnait pas l'enfant au point rencontre, et donc le père s'était désintéressé, mais c'était pas un motif suffisant pour les juges pour qu'il y ait un exercice unilatéral de l'autorité parentale, parce qu'en quelque sorte, ce désintérêt était justifié, en tout cas expliqué, par le comportement de l'autre parent. Donc c'est plutôt le désintérêt, un motif effectivement d'exercice unilatéral par le parent qui s'intéresse, et l'absence d'exercice concret par le parent qui se désintéresse, mais c'est pas si systématique. Deuxième exemple, deuxième question, en matière d'incarcération, le fait d'être incarcéré, est-ce que ça peut justifier que le parent en liberté exerce seul? Là, la Cour de cassation n'est pas aussi systématique. Elle considère que
ça n'est pas un motif suffisant en tant que tel. Il y a un arrêt notamment du 6 mars 2013 alors c'est un pouvoir souverain des juges du fond, hein. La Cour de cassation, elle se retranche derrière l'appréciation qu'avait effectuée la Cour d'appel, mais la Cour d'appel avait effectué l'appréciation dans son pouvoir souverain que il n'y avait pas d'exercice unilatéral qui devait être attribué à la mère au motif simplement que le père avait été incarcéré quelques mois avant la naissance de l'enfant. On remarque quand même que les juges du fond, donc les tribunaux et les cours d'appel, sont un petit peu moins en ordre de bataille sur cette question, un petit peu moins harmonisée, et parfois il y a des décisions des juges de la part du juge du fond qui sont un peu moins précautionneuses. Il peut y avoir des incarcérations, même brèves, qui justifient un exercice unilatéral temporaire, il peut y avoir un désintérêt qui justifie, etc. etc. Et puis, troisième illustration, en cas d'exercice unilatéral d'autorité parentale, enfin en tout cas un cas qui peut conduire à l'exercice unilatéral décidé par le juge, c'est évidemment en cas de comportement dangereux. Alors comportement dangereux avéré, en cas de violence avérée, notamment en cas de maltraitance avérée, eh bien un parent, le parent non violent peut être investi à sa demande, en saisissant le juge, peut être investi par le juge de l'exercice unilatéral. Mais on retrouve aussi les questions de refus de collaborer. Un parent qui refuse de manière systématique ou de façon grave et répétée de collaborer avec l'autre parent, en dépit d'ailleurs du principe qu'on a rappelé de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de l'égalité de la coparentalité, bah, quand il y a un parent qui est un peu récalcitrant, un peu souvent, ou gravement récalcitrant, eh bien ça peut constituer un motif pour saisir le juge et pour demander un exercice unilatéral de l'autorité parentale pour éviter que il y a une espèce de veto comme ça, un peu abusif qui soit possible de la part d'un parent. Et de manière un peu plus générale, on retrouve aussi les cas de violation de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises de manière unilatérale très souvent. Alors, il y a une question importante qui se pose en matière d'autorité parentale, c'est évidemment la détermination de la résidence des enfants en cas de séparation des parents. Par principe, il y a une possibilité d'accords parentaux, d'accords qui seraient homologués par le juge, qui contrôlerait donc si les accords parentaux, si les conventions respectent l'intérêt de l'enfant. Et à partir du moment où le juge estime que la convention parentale, elle respecte l'intérêt de l'enfant, il peut l'homologuer, et donc il peut faire en sorte que cette convention ait la force d'un jugement, en substance. À défaut d'accord entre les parents, qu'est-ce qui se passe? On en revient, comme souvent, à la décision judiciaire. Et la décision judiciaire, eh bien, elle est encadrée depuis la loi du 4 mars 2002 exactement. La loi prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée, alors soit en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou bien au domicile de l'un d'eux. Avec, s'il y a la fixation de la résidence habituelle au domicile de l'un des parents, mais il y a des droits, notamment droits dits de visite et d'hébergement, qui sont reconnus à l'autre. Alors on peut se poser cette question en regardant le texte, c'est l'article 373-2-9, alinéa 1er exactement du Code civil, qui est issu de la loi du 4 mars 2002. Quand on regarde le texte, on peut se demander s'il existe ou non un principe. Est-ce que le principe, depuis la loi de 2002, c'est la résidence alternée? Alors, formellement, c'est la première branche de l'option. C'est-à-dire que le législateur pose que, en cas de séparation, le juge peut fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents. C'est la première branche de l'option qui est formellement prévue par le législateur. Pour autant, le législateur en 2002 n'est sans doute pas allé au bout de sa logique et n'a pas posé matériellement un principe. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit que ça devait être par principe une résidence alternée. Il a laissé cette possibilité au juge de décider. Alors certes, il a prévu en première possibilité que la résidence soit alternée, mais c'est pas un principe cardinal qui est posé par le législateur, c'est une possibilité. Et avant cette loi de 2002, le droit objectif, le droit français était assez défavorable à la résidence alternée. La Cour de cassation avait même condamné le principe de la résidence alternée. Autre temps, autre mœurs, c'est une décision du 2 mai 1984. La Cour de cassation avait condamné le principe, elle considérait que l'intérêt de l'enfant, c'était pas d'avoir deux résidences.
Mais les juges du fond, les tribunaux, les juges d'affaires familiales, les cours d'appel pratiquaient un peu de manière dissimulée la résidence alternée en faisant un élargissement du droit de visite et d'hébergement. Voilà. Au lieu d'avoir un week-end sur deux, la moitié des vacances, ben on avait parfois du vendredi soir au lundi matin, un week-end sur deux, plus du mardi soir au jeudi matin, une semaine sur deux. Et donc on élargissait comme ça en pratique le droit de visite pour aboutir peu ou prou à une espèce de résidence alternée. Alors certes inégalitaire à l'époque, mais on aboutissait quand même en pratique on contournait un petit peu l'interdiction qui avait été posée par la Cour de cassation. Et donc cette possibilité, aujourd'hui, elle est clairement affirmée par le législateur depuis la loi du 4 mars 2002. C'est une possibilité, c'est légal la résidence alternée, et encore une fois, c'est même posé à titre de principe sur le plan formel. C'est la première branche de l'option que le législateur propose. Il y a d'autres droits, notamment le droit belge, depuis une loi de 2006, qui font beaucoup plus clairement et beaucoup plus énergiquement de la résidence alternée un principe. Euh, en droit belge, ça s'appelle d'ailleurs l'hébergement égalitaire, et le législateur fait obligation au juge de statuer d'abord sur la demande ou sur la possibilité de résidence alternée égalitaire, d'hébergement égalitaire, et si le juge s'en écarte, il doit motiver dans sa décision, il doit expliquer pourquoi il ne retient pas l'hébergement égalitaire. Donc, il y a un principe qui est clairement posé en droit belge depuis 2006, de résidence alternée, égalitaire d'ailleurs, et si jamais le juge souhaite être dans l'exception, eh bien, il faut qu'il s'en explique. Et puis, en France, il y a, depuis la loi de 2002, il y a des critères qui sont posés par le législateur. Il y a des critères qui sont posés par la loi pour que le juge puisse être guidé lorsqu'il statue sur la résidence des enfants de parents séparés. C'est l'article 373-2-11 exactement du Code civil, qui pose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération, premièrement, la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu prendre antérieurement, qu'ils avaient pu antérieurement conclure, dit le texte. Bon, bah, si avant la séparation, les parents s'occupaient de l'enfant de manière simultanée, de manière alternative, mais de manière à peu près égalitaire, bon, il n'y a pas de raison que le juge, en rendant sa décision, s'écarte de cette pratique ou des accords que les parents avaient suivis avant la séparation. C'est le premier critère posé par la loi. Pratique antérieure, les accords que les parents avaient conclus entre eux. Deuxième critère, le critère des sentiments exprimés par le mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, c'est-à-dire ce qu'on disait du droit de l'enfant à être entendu dans les procédures qu'il concerne. Évidemment, la résidence de l'enfant mineur à la séparation de ses parents, bah, c'est une procédure qui intéresse l'enfant mineur. Là encore, on y reviendra sans doute un petit peu tout à l'heure, mais sentiment exprimé par l'enfant mineur, ça ne veut pas dire consentement. Sentiment, ça veut dire que l'enfant peut demander à être entendu, le juge peut entendre l'enfant, et doit d'ailleurs le faire si jamais l'enfant demande à être entendu, mais ce sont les sentiments exprimés par le mineur qui doivent un peu guider le juge, mais c'est pas le consentement, c'est pas le mineur qui décide. Le juge prend les sentiments du mineur exprimés dans un faisceau d'indices. Donc la pratique, premier critère. Deuxième critère, les sentiments exprimés. Troisième critère, on retrouve un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs parentaux et à respecter les droits de l'autre parent. Voilà. Si y a un parent qui est systématiquement dans l'obstruction, s'il y a un parent qui est systématiquement dans la critique, s'il y a un parent qui est systématiquement dans l'unilatéral et dans le rejet de l'autre, ça peut peser à sa charge, en l'occurrence, devant un juge aux affaires familiales. En tout cas, en théorie. Quatrième critère posé par la loi, le résultat des expertises éventuellement effectuées, qui tiennent compte de l'âge de l'enfant, notamment des expertises psychiatriques qui peuvent être effectuées, des expertises psychiatriques familiales. Cinquième critère, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales. Donc là, ce ne sont pas des expertises à proprement parler, ce sont des enquêtes, c'est-à-dire il y a des enquêteurs, il y a le cas échéant des psychologues, des éducateurs, des assistants sociaux qui peuvent être mandatés par le juge pour effectuer des enquêtes sociales, et le juge tient compte, s'il y a une enquête sociale, des résultats.
Alors ça ne veut pas dire qu'il est lié, encore une fois, le juge n'est pas lié ni par la parole de l'enfant, ni par les résultats des éventuelles enquêtes sociales ou contre-enquêtes sociales, mais ce sont des indices, ce sont des éléments qui font plutôt pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et puis, dernier critère qui est posé par le législateur, les pressions ou les violences à caractère physique ou psychologique qui seraient exercées par les parents sur la personne de l'autre. Donc ça, ce sont les critères qui sont posés par le législateur. Donc il y a un certain nombre de points que le juge est invité à regarder. Mais au-delà de ces critères, il est bien important de comprendre qu'il y a des critères qui sont posés de manière tacite, mais il y a des critères qui sont pratiqués par les juges. Il y a des critères qui sont pratiqués par les juges, et ce sont des critères d'ailleurs qui ne sont pas homogènes, encore une fois, ce sont des critères qui varient en fonction des ressorts, ce qu'on appelle les ressorts des cours d'appel. Donc vous avez certains critères à la Cour d'appel de Paris qui ne sont pas exactement les mêmes qu'à la Cour d'appel de Versailles, qui ne sont pas exactement les mêmes et qui parfois sont complètement contraires de ceux utilisés par la Cour d'appel de Bordeaux, etc., etc. Mais il y a quand même un certain nombre de critères dont je voudrais faire état, qui résultent, qui exsudent, qui remontent de ces pratiques judiciaires depuis la loi de 2002, essentiellement. Il y a d'abord dans ces critères un peu tacites, mais qui sont très importants parfois pour les juges. Le premier critère qu'on retrouve, c'est le critère de la proximité ou de l'éloignement des domiciles des domiciles parentaux. Évidemment, si les parents habitent à quelques minutes, c'est plutôt un facteur de résidence alternée. S'il y a un éloignement géographique important, c'est plutôt un critère de résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement pour l'autre. Mais on a des décisions qui se montrent relativement souples. Voilà, notamment, il y a une décision de la Cour d'appel d'Orléans où il y avait effectivement des domiciles parentaux qui étaient relativement éloignés, mais le père avait fait le nécessaire pour acquérir une résidence secondaire auprès de la mère, et donc la Cour d'Orléans a considéré, c'est un arrêt du 8 août 2006 exactement, la Cour d'appel d'Orléans a considéré que ça pouvait être une résidence alternée classique, égalitaire. Deuxième critère, à côté de la proximité ou de l'éloignement au contraire entre les domiciles parentaux, deuxième critère, c'est la proximité ou l'éloignement, pareil, mais par rapport à l'établissement scolaire. Et il est évident que s'il y a un parent qui est à 5 minutes de l'établissement scolaire et l'autre qui est à 1 heure, en transport, a fortiori, ou même en voiture, ça peut être compliqué pour les juges d'ordonner une résidence alternée. Voilà, si l'enfant doit 1 semaine sur 2 ou 15 jours dans le mois se réveiller 2 heures plus tôt, ça peut perturber son rythme, par exemple. Donc ce critère de la proximité ou de l'éloignement par rapport à l'établissement scolaire du mineur, c'est un critère qui est important en pratique, même s'il est encore une fois posé par aucune loi. Alors, troisième critère, là c'est intéressant parce que c'est un critère qui est reçu de manière parfois diamétralement opposée. C'est le critère de la mésentente ou du conflit entre les parents. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cours d'appel qui considèrent que le conflit, c'est rédhibitoire. Il y a un conflit entre les parents, c'est rédhibitoire, il ne peut pas y avoir de résidence alternée. Et évidemment, c'est une prime à la mauvaise foi du parent qui attise le conflit, parce que si on est dans le ressort d'une cour d'appel qui considère que le conflit c'est plutôt pas bon pour l'enfant, et donc c'est plutôt un signal rouge pour la résidence alternée, il y a un parent qui peut être un peu de mauvaise foi, ou qui peut être conseillé par un avocat voilà, qui pourrait avoir des déontologies peut-être un petit peu discutables, mais pour alimenter le conflit et pour pouvoir bien s'opposer à la résidence alternée. À l'inverse, il y a des cours d'appel qui considèrent que le conflit, non seulement c'est pas un obstacle à la résidence alternée, mais mieux, ou pire, je sais pas, je laisserai apprécier, mais qui considèrent que le conflit, c'est même un critère de la résidence alternée. C'est-à-dire qu'il y a des cours d'appel qui nous disent que le conflit entre les parents, il est réglé de manière la plus neutre, la plus sereine par la résidence alternée. Ça évite pour un enfant, selon certaines cours d'appel, d'être tiraillé. Ça remet la place de chacun des parents à égalité. Voilà, troisième critère, donc critère dont on comprend bien qu'il est reçu de manière totalement différente en fonction des cours d'appel, le critère du conflit ou de la mésentente grave entre les parents. Quatrième critère, tacite toujours, mais qui se pratique dans la jurisprudence des cours d'appel, c'est le critère de l'âge des enfants. Alors, il y a des écoles, pareil, hein, de pensée, si j'ose dire, même si les magistrats ne sont pas nécessairement formés à ces problématiques, mais souvent,
il peut y avoir des refus de résidence alternée au motif du jeune âge ou du très jeune âge de l'enfant. Voilà, il y a une décision de la Cour d'appel de Rennes, par exemple, du 7 février 2012, qui refuse la résidence alternée pour un enfant d'1 an et demi, de résidence qui était demandée par son père, mais on a des décisions qui considèrent à l'inverse qu'un enfant de 2-3 ans peut très bien avoir l'âge pour une résidence alternée, mais le critère de l'âge des enfants, c'est quand même un critère qu'on retrouve de manière assez récurrente dans la pratique judiciaire. Autre critère qui préside à la détermination donc, de la résidence de l'enfant en cas de parents séparés, c'est le critère de la disponibilité des parents. De la disponibilité des parents et de la disponibilité notamment professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui, objectivement, ne peuvent pas assumer une résidence alternée. Il y a des parents qui, objectivement, sont toujours en mission à l'étranger, ou qui rentrent à des horaires extrêmement tardifs, ou qui partent extrêmement tôt le matin, etc. Il y a des parents qui ne peuvent pas assumer au quotidien, même une semaine sur deux ou 15 jours par mois, il y a des parents qui ne peuvent pas ou qui peuvent difficilement assumer une résidence alternée. Donc ce critère de la disponibilité des parents, c'est quelque chose qui est important en jurisprudence, en pratique judiciaire. Alors, il y a des décisions qui expliquent très bien que le fait qu'un parent soit très impliqué professionnellement, bah, ça ne fait pas obstacle dès lors qu'il y a la famille qui est présente ou dès lors que le parent prend ses dispositions pour partager au maximum la vie de l'enfant. Mais c'est quand même un critère, la disponibilité, notamment la disponibilité professionnelle. Autre critère qu'on retrouve pareil en pratique, vous ne trouverez ça nulle part dans le code civil, en pratique on retrouve aussi le critère des conditions d'accueil dans les domiciles respectifs. Voilà. Est-ce qu'il y a un parent qui a simplement un studio? Bon, s'il a un studio, c'est un peu compliqué d'accueillir un enfant et a fortiori plusieurs. Est-ce qu'il y a un parent qui a une chambre pour l'enfant? Ah, c'est déjà un élément plus important, plus déterminant pour obtenir la résidence ou pour solliciter une résidence alternée. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il y a l'intimité de chacun qui peut être respectée? Est-ce qu'il y a des espaces de chacun qui peuvent être respectés au sein des domiciles respectifs? Donc les critères finalement qui tiennent aux conditions d'accueil eh bien, sont assez importants. Autre critère, alors là on retrouve des traces dans la législation, mais c'est quelque chose qu'on retrouve en jurisprudence aussi, c'est l'existence ou non d'une fratrie. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans le code civil qui pose que les fratries, par principe, ne doivent pas être séparées. Alors attention, ça ne veut pas dire que celui qui refait un enfant avec son nouveau conjoint, son nouveau partenaire ou son nouveau concubin aura une préférence. Ça veut dire que le juge est invité à rechercher si l'enfant peut avoir un contact avec son demi-frère, sa demi-sœur. Donc l'existence d'une fratrie, soit des mêmes parents, soit d'ailleurs de l'un seulement d'eux, hein, mais ça préside plutôt à harmoniser, c'est-à-dire que on va éviter d'avoir des frères et sœurs ou des demi-frères et sœurs qui peuvent jamais se voir. Mais encore une fois, c'est pas une prime non plus à celui qui refait sa vie pour obtenir la résidence habituelle. Bon, mais on prend quand même ça en considération pour éviter de séparer de manière rédhibitoire, de manière absolue les fratries. D'ailleurs, le Code civil pose que les frères et sœurs peuvent être séparés, mais de manière exceptionnelle, lorsqu'il y a des circonstances très particulières. Voilà, lorsqu'il y a une mésentente aussi entre frères et sœurs, ça peut arriver, lorsqu'il y a des cas de violence, etc., que sais-je, il peut y avoir des cas exceptionnels de séparation des fratries. Et puis, on remarque aussi en jurisprudence de plus en plus cette notion d'adhésion de l'enfant, d'adhésion du mineur. Ce qui est encore une fois un petit peu discutable, en tout cas qui pourrait se discuter. D'un côté, on comprend bien qu'on ne va pas coller, si j'ose dire, une résidence alternée à un jeune qui n'en veut pas. De l'autre, ça pose évidemment un certain nombre de questions. Alors pas simplement des questions d'emprise que j'ai esquissées tout à l'heure, mais des questions aussi de savoir si juridiquement un enfant est en âge de consentir. Le législateur nous dit que le juge doit prendre en compte les sentiments exprimés par le mineur. Très bien, les sentiments exprimés par le mineur, mais les sentiments, ça n'est pas le consentement. Or, quand on regarde en pratique, effectivement, les juges ont plutôt tendance à considérer qu'il y a comme ça une adhésion qui doit être exprimée par le mineur, et spécialement en matière de résidence alternée. Et donc, ça revient de fait à une espèce de consentement un peu prématuré du mineur,
alors encore une fois que la loi ne vise que la notion de sentiment du mineur. Et puis ça dépend aussi beaucoup des magistrats, hein. Moi j'ai déjà vu des magistrats en appel nous expliquer que ce ne sont pas les mineurs de 14 et 16 ans qui décident. Donc ce sont des mineurs, hein, et en l'occurrence des mineurs en âge quand même assez avancé, hein, dans la minorité, donc en âge de consentir, en âge d'apprécier. La magistrate, la présidente de chambre disait, bon, à 14 et 16 ans, on ne décide pas. Et en l'occurrence, il y avait même des tentatives de suicide qui avaient été effectuées par l'une des mineures. La magistrate est restée droit dans ses bottes en disant c'est pas le mineur qui décide. Voilà. Donc c'est un indice, l'adhésion du mineur, c'est un indice qui est plutôt croissant, mais il y a encore des magistrats qui considèrent que les sentiments du mineur c'est bien, on les écoute, mais c'est pas le mineur qui décide, hein, c'est le juge ou ses parents si jamais ils se mettent d'accord, mais en tout cas voilà, c'est pas le mineur qui décide. Voilà, cet exemple-là des mineurs de 14 et 16 ans est assez parlant, mais c'est globalement quelque chose qui est en recul, hein, voilà, qui correspond pas forcément à l'évolution générale de la société, où on va écouter l'enfant, peut-être surécouter parfois l'enfant, et être un petit peu sensible, parfois trop sensible, aux choix et aux desiderata de l'enfant. Et puis surtout, on en revient à cette question que vous connaissez tous, la question effectivement de l'état subjectif. Une fois qu'on dit que le mineur, à partir du moment où il a le discernement, et donc à partir du moment où il a l'âge de discernement, il peut être entendu, très bien, mais ça c'est objectif, de dire qu'a priori à 13-14 ans, bon, et a fortiori 15-16 ans, on a l'âge, sans doute, mais quid de l'emprise? Quid de l'état subjectif? Quid du discernement subjectif? Des questions de suggestion, des questions d'emprise, des questions de captation. Est-ce qu'il n'y a pas matière à tempérer un petit peu? Est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir? Est-ce que véritablement un enfant ou un jeune, un mineur, même de 13, 14, 15 ans, est-ce qu'il a véritablement le discernement lorsqu'il est dans un état de suggestion psychologique notamment? Ce que le Code civil ne reconnaît pas expressément à l'endroit des enfants. Ce qui est assez d'ailleurs intéressant et qui interpelle, puisque en principe, juridiquement, les parents sont précisément des ascendants. Donc les ascendants, quand on a l'ascendant sur quelqu'un, c'est qu'on peut, le cas échéant, évidemment, avoir des suggestions, avoir des formes d'emprise sur le descendant. Alors il y a quand même des décisions, et notamment des décisions de la Cour de cassation, qui reconnaissent une forme d'état de suggestion, d'état d'emprise. Il y a des décisions qui clairement pointent l'instrumentalisation de l'enfant. Il y a une décision notamment de la Cour de cassation de la première chambre civile du 3 octobre 2019 qui vise clairement l'instrumentalisation de l'enfant. Il y a une autre décision du 20 octobre 2021 qui pointe le risque d'instrumentalisation du juge, même en l'occurrence du juge des enfants. Donc, il y a une prise en considération parfois de ce que le mineur peut être dans un état d'emprise, de captation, de suggestion. Et puis, il y a une décision aussi de la Cour de cassation du 5 mars 2014 qui fait état de l'emprise. En l'occurrence, c'était de la mère sur l'enfant qui donc conduisait, selon la Cour de cassation, à devoir écarter le discernement de l'enfant. En cas d'instrumentalisation de l'enfant, en cas d'emprise, dans certaines décisions de la Cour de cassation, on voit clairement qu'il n'y a pas de discernement pour l'enfant, il n'y a pas de discernement pour le mineur. Et donc, s'il n'y a pas de discernement, on ne prend pas en considération son sentiment, on l'entend, mais on le tempère, on le contextualise, voilà. Et puis il y a aussi des décisions de juges du fond, donc de tribunaux et de cours d'appel, qui font référence à cette emprise. Il y a une décision notamment de la Cour d'appel de Versailles du 9 juin 2016 qui a pu indiquer qu'il y avait une emprise affective de la mère sur l'enfant qui empêchait l'enfant de nouer des relations équilibrées avec son père, et donc qui justifiait quoi sur la Cour d'appel de Versailles? Eh bien, qui justifiait ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le transfert de résidence chez le père. Il y a parfois aussi en jurisprudence des obstacles qui sont manifestés par un parent à la résidence alternée. Il y a des obstacles qui sont manifestés de manière un peu récurrente. Il y a un parent parfois qui s'obstine à refuser la résidence alternée. Et donc, la position de la jurisprudence, c'est plutôt de considérer que celui qui s'obstine effectivement à la refuser, alors il perd la résidence même habituelle et qu'on confie en général la résidence habituelle à l'autre. De la même manière, lorsqu'il y a des cas d'éloignement géographique volontaire, lorsqu'on fait le choix, on a une résidence alternée, elle est posée par le juge, et puis on fait le choix
de déménager loin de l'autre parent, de déscolariser l'enfant, etc. Ce sont des cas en jurisprudence qui conduisent parfois, souvent même, à des transferts de résidence. Le parent qui s'éloigne sans raison, comme ça, ben, il perd son droit à la résidence, soit habituelle, soit alternée. La question se pose aussi pour les résidences alternées de ce qu'on appelait les pensions alimentaires, c'est-à-dire les contributions à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La question se pose de savoir si on peut demander pour un parent et être condamné pour l'autre au versement de cette pension alimentaire, de cette contribution, même en cas de résidence alternée. Alors, en cas de résidence alternée, on a bien compris, le principe c'est que chacun des deux parents assume l'enfant au quotidien et donc prend en charge matériellement l'enfant, notamment le nourrit, etc., l'habille, voilà, le loge, donc il y a une prise en charge matérielle. Est-ce qu'on peut envisager quand même une contribution d'un des deux parents? Eh bien, la jurisprudence l'admet. C'est pas parce que les parents s'occupent matériellement de manière identique de l'enfant que on ne peut pas avoir une prise en charge différenciée et une contribution d'un parent qui est versée à l'autre. Pourquoi? Bah parce que la contribution et l'obligation alimentaire, eh bien, sont corrélées aux besoins de l'enfant, certes, mais aussi aux facultés des parents. Et donc, s'il y a un parent qui gagne nettement mieux sa vie que l'autre, il peut être mis à contribution, et donc il peut devoir verser une pension ou une contribution à l'autre parent. Alors, en matière de fiscalité, très, très rapidement, en principe, le Code général des impôts pose qu'en cas de résidence alternée, sauf accord contraire des parents, eh bien, le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé. Voilà. Donc, les parts auxquelles donnent droit les enfants sont partagées, sauf accord, sont partagées entre les parents, sauf accord de ces derniers. Et puis, la pension alimentaire, elle n'est pas fiscalisée, et donc elle n'est pas déductible en cas de résidence alternée, alors qu'elle l'est, en revanche, en cas de résidence habituelle chez l'un et de droit de visite et d'hébergement chez l'autre. Alors pareil pour les allocations familiales, lorsque l'enfant réside alternativement chez ses parents, en principe, les parents partagent le bénéfice des allocations familiales, sauf s'ils décident d'en faire autrement, s'il y a une convention contraire, c'est tout à fait possible. Et puis, en matière de résidence de l'enfant, en cas de séparation de ses parents, il y a un principe assez original, c'est le principe de la relativité de l'autorité de la chose jugée. Alors, pour comprendre, en principe, lorsqu'un jugement est rendu, lorsqu'une décision de justice est rendue, elle a ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Ça veut dire que s'il y a les mêmes parties, le même litige, et que le juge l'a déjà tranché, bah, on applique la solution que le juge a déjà donnée. Le juge ne doit pas normalement être saisi de manière intempestive pour répondre aux questions auxquelles il a déjà répondu. Ça, c'est le principe général. Sauf qu'en matière d'autorité parentale, et en particulier en matière de résidence de l'enfant de parents séparés, eh bien, il y a une relativité de cette autorité de la chose jugée. Pourquoi? Parce que il y a une possibilité de ressaisir le juge, alors même que le juge s'est déjà prononcé sur la résidence de l'enfant, sur la contribution à l'entretien ou l'éducation de l'enfant par un parent. Il y a une possibilité de ressaisir le juge. Et la condition, c'est quoi? La condition, c'est qu'il existe un élément nouveau. Alors l'élément nouveau, pareil, c'est pas défini. Qu'est-ce que c'est un élément nouveau? Ça dépend, il y a un certain nombre d'éléments nouveaux. Alors on parlait tout à l'heure de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Si un parent décuple sa rémunération, ou si à l'inverse, sa rémunération est divisée par 4 ou par 10, c'est un motif pour saisir le juge. Soit par le parent qui reçoit la contribution, qui va s'empresser de dire attention, il gagne plus, donc il faut qu'il contribue plus. Bon, c'est une possibilité, soit par le parent qui est condamné à une contribution, qui ne peut plus l'assumer. Donc c'est un élément nouveau, cette modification de la rémunération des ressources, par exemple. Mais dans la vie de l'enfant, il peut y avoir un certain nombre d'autres modifications, d'autres éléments nouveaux. Par exemple, l'enfant qui passerait de l'école élémentaire au collège, ou qui passerait du collège au lycée. Là, il y a un élément nouveau. Peut-être que l'enfant souhaite faire une formation, peut-être qu'il souhaite un diplôme, un lycée professionnel qui serait près de la résidence d'un parent et pas de l'autre, etc. C'est un élément nouveau pour ressaisir le juge d'affaires familiales. Lorsqu'il y a aussi, on peut envisager, on peut voir en jurisprudence, lorsqu'il y a une difficulté médicale qui implique une nécessité de changement de lieu de résidence, ça peut exister. Voilà, un enfant qui est asthmatique, voilà, dans un lieu très pollué, c'est pas forcément une très bonne chose. Donc,
Si un des parents qui est en bord de mer ou qui est dans un environnement plus sain, ça peut être un motif. Hein. Si l'asthme s'est déclaré après la première décision du JAF, bah, c'est un motif de ressaisir. De la même manière, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le transfert de résidence de l'enfant peut être invoqué lorsqu'il y a un parent qui ne respecte pas ses obligations. Et puis on retrouve même en jurisprudence parfois, il y a une décision notamment de la première chambre civile de la Cour de cassation du 18 décembre 2014 en ce sens, lorsqu'il y a des dénonciations calomnieuses à répétition ou graves d'un parent à l'encontre de l'autre, eh bien ça peut être un motif pour considérer que c'est un élément nouveau et que le juge doit restatuer et donc éviter de confier la résidence aux parents qui a tendance à effectuer les dénonciations calomnieuses à répétition. Voilà pour les critères qui sont un petit peu fréquents en jurisprudence. Alors, on en a dit quelques mots tout à l'heure. Il y a parfois un exercice unilatéral, mais il y a parfois aussi une délégation de l'autorité parentale. S'il y a un parent qui n'est pas en mesure d'assumer complètement ses droits et ses devoirs, il peut solliciter du juge une délégation, alors soit totale, soit partielle, une délégation partage de l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'il y a un tiers, souvent un membre de la famille, qui va être soit co-titulaire, soit totalement titulaire de l'autorité parentale à sa place. Et puis il y a des cas de retrait de l'autorité parentale. Alors, retrait de l'autorité parentale, c'est plus important que l'exercice unilatéral par un parent. C'est-à-dire que là, on déchoit un parent de l'existence de l'autorité parentale qui est la sienne. Il n'a plus l'autorité parentale. C'est pas qu'il l'exerce plus, c'est qu'il n'a plus du tout d'autorité parentale. Donc c'est un motif qui est grave, évidemment, qui va justifier ce retrait de l'autorité parentale. Donc le Code civil prévoit deux séries de cas. Première série de cas, lorsqu'il y a une infraction sexuelle qui est commise à l'encontre du mineur, c'est l'article 378 du Code civil. Lorsqu'il y a une condamnation, et en particulier lorsqu'elle est incestueuse, il doit y avoir un retrait de l'autorité parentale. Première situation. Deuxième catégorie, deuxième famille de situations, lorsqu'il n'y a pas d'infraction sexuelle, lorsqu'il n'y a pas de condamnation pénale pour infraction sexuelle, mais il y a quand même des éléments graves qui justifient un retrait de l'autorité parentale, c'est l'article 378-1 du Code civil. Alors là, c'est assez varié quand on regarde le texte. Ça peut être quoi? Ces cas graves qui justifient un retrait de l'autorité parentale. Ça peut être des mauvais traitements par un parent sur la personne de l'enfant. Ça peut être une consommation habituelle et excessive d'alcool ou un usage excessif de stupéfiants. Ça peut être une inconduite notoire, dit le Code civil. Une inconduite notoire, un parent qui respecte pas la loi, qui a des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pression de violence, dit le Code civil, à caractère physique ou psychologique, exercée par un parent sur la personne de l'autre. Donc, lorsqu'il y a une inconduite notoire, lorsqu'il y a des comportements délictueux, ça peut justifier, même s'il n'y a pas de condamnation, ça peut justifier qu'un juge civil déchoit un parent de son autorité parentale. Et puis, on retrouve aussi ce qui est relatif au défaut de soins ou au manque de direction. N'oubliez jamais que l'autorité parentale, c'est un droit-fonction, c'est tourné vers l'intérêt de l'enfant et vers la bonne éducation de l'enfant. Et donc, s'il y a un manque de direction, un défaut de soins, qui mettent en danger manifestement la sécurité, la santé, la moralité de l'enfant, il peut y avoir un retrait de l'autorité parentale. Et puis, il peut y avoir aussi un retrait de l'autorité parentale lorsqu'il y a une abstention volontaire par un parent pendant une certaine durée, alors la durée c'est 2 ans, dans l'exercice des droits et des devoirs, lorsqu'il y a une mesure d'assistance éducative qui est ouverte auprès d'un juge des enfants, s'il y a un parent qui s'abstient d'exercer tous ses droits pendant plus de 2 ans, eh bien ça peut être un motif de retrait de son autorité parentale. Précision importante, à la différence de l'exercice unilatéral dont on parlait tout à l'heure, là, le retrait, c'est quelque chose de grave. Donc, c'est pas le juge d'affaires familiales qui est compétent, c'est le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire en formation collégiale. Ça m'est arrivé en tant qu'avocat d'assister des clients qui recevaient une convocation devant le JAF pour retrait de l'autorité parentale. Évidemment, on fait valoir dans ces cas l'incompétence matérielle du juge d'affaires familiales. Le juge d'affaires familiales, qui est un juge unique, n'a pas la compétence matérielle dans le code de l'organisation judiciaire, dans le code civil, n'a pas la compétence
pour prononcer une mesure aussi grave que le retrait de l'autorité parentale. Il peut, le juge unique, le juge d'affaires familiales, il peut prononcer un exercice unilatéral par un parent, mais il ne peut pas déchoir totalement un parent de son autorité parentale. C'est le tribunal judiciaire, en formation collégiale, qui pourra le faire. Et donc, ce n'est pas la même procédure, ce ne sont pas les mêmes garanties. Alors, je voudrais aussi terminer en vous parlant des droits et des principes fondamentaux à l'épreuve de la séparation des parents. Pourquoi? Parce que depuis la loi du 4 mars 2002, le principe, c'est celui de la coparentalité. Celui donc de la coparentalité, de l'égalité entre les parents, quelle que soit la nature de la filiation, quelle que soit la situation du couple, que le couple soit ou non marié, pacsé, concubin, qui n'aient jamais habité ensemble, voilà, qu'ils soient de sexes différents, de même sexe, peu importe. Le principe aujourd'hui, surtout depuis 2002, c'est l'égalité. Et donc, sur le papier, sur le plan théorique, cette égalité, elle est pure et parfaite. Quand on regarde les dispositions législatives, on ne peut que se féliciter de cette égalité entre les parents et de ce respect a priori des droits fondamentaux de l'enfant. Cependant, en pratique, le parent qui ne disposerait pas de la résidence habituelle pourrait être en difficulté. Lorsqu'un parent exerce un droit de visite et d'hébergement, alors a fortiori s'il s'agit simplement d'un week-end sur deux, ou même s'il n'exerce qu'un droit de visite simple, c'est possible, sur une décision motivée du juge, d'avoir un droit de visite simple, et en particulier dans un lieu neutre, on conçoit que ça puisse être compliqué d'exercer l'autorité parentale normalement. Et donc, de fait, il y a une autorité parentale majorée pour le parent qui dispose de la résidence habituelle et une autorité parentale qui est minorée pour le parent qui a un droit de visite ou d'hébergement, un droit de visite simple ou qui n'exerce pas l'autorité parentale. Et donc, il n'est pas absolument certain que cette loi de 2002 et que l'arsenal législatif postérieur soit suffisant au regard des droits et des principes juridiques fondamentaux. La loi de 2002, elle prévoit la possibilité de la résidence alternée. C'est la première branche de l'option. Mais elle n'en fait pas le principe. Elle n'en fait pas le principe, et donc la loi de 2002, en dépit de toutes les autres lois postérieures, la loi de 2002, elle laisse la possibilité entière pour le juge de poser une résidence habituelle chez l'un des parents et un droit de visite et d'hébergement chez l'autre parent. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on appelle le DVH, le droit de visite et d'hébergement classique, de 4 jours, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Donc ça fait 26 jours chez un parent, 4 jours chez l'autre. Ou parfois on a l'expression en jurisprudence et en doctrine de droit de visite et d'hébergement élargi, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement le week-end sur deux et la moitié des vacances, on a par exemple un mercredi sur deux ou du mardi soir au jeudi matin, une semaine sur deux, et donc on a parfois 24 jours chez un parent et 6 chez l'autre. Or, cette configuration avec une résidence habituelle chez un parent et un droit de visite d'hébergement chez l'autre, quelle que soit d'ailleurs l'étendue de ce droit, mais c'est pas certain que ça respecte absolument les principes juridiques fondamentaux et les engagements, spécialement les engagements internationaux de la France. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Cet article 8 pose quoi? Pose un droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale. Et au-delà de cet article 8 qui pose ce droit fondamental au respect de la vie privée et familiale, le Conseil constitutionnel eh bien, pose un droit à la vie familiale normale. Un droit à la vie familiale normale. Or, l'octroi d'un seul droit de visite et d'hébergement n'apparaît pas de nature à obtenir ou à respecter le droit à la vie familiale de l'enfant, d'abord. En tant que il prive ce droit de visite et d'hébergement d'un enfant assez substantiellement, potentiellement 26 jours par mois, non seulement de l'un de ses deux parents, mais également, le cas échéant, de toute la famille du côté de ce parent.
les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Et donc, il n'est pas absolument certain que ce droit de visite et d'hébergement soit totalement conforme à l'article 8 sur la vie privée familiale de l'enfant et sur le droit à la vie familiale normale. Et puis, la Cour européenne des droits de l'homme pose aussi un droit fondamental de chacun, et donc de l'enfant aussi, d'établir la substance de son identité. C'est l'arrêt notamment du 26 juin 2014, hein, Manson contre France, mais un droit d'établir la substance de son identité. Or, le droit d'établir la substance de son identité, ben, il apparaît aussi assez largement méconnu avec un simple droit de visite et d'hébergement, parce que l'enfant n'a pas nécessairement la possibilité d'accéder de manière pleine et entière à la substance de son identité. Et puis, l'instauration d'un seul droit de visite et d'hébergement après la séparation des parents peut bouleverser les équilibres. Surtout si le parent qui exerce ce droit de visite et d'hébergement, eh bien, s'occupait de l'enfant au quotidien avant la séparation. Alors, les accords et les pratiques que les parents avaient suivis avant la séparation, c'est un des critères qui préside à la décision du juge aux affaires familiales lorsqu'il statue sur la résidence de l'enfant, mais ça peut arriver qu'il y ait un droit de visite et d'hébergement qui soit octroyé à un parent qui était pourtant présent au quotidien, et donc ça bouleverse le droit au respect de la vie privée familiale, pas simplement de l'enfant, mais aussi du parent. Et d'ailleurs, de deux choses l'une, s'agissant de ce droit de visite et d'hébergement, soit il est instauré très tôt, donc l'enfant est en bas âge, et il y a un parent qui a simplement un droit de visite et d'hébergement. Et à ce moment-là, ben, on peut considérer que ce droit de visite et d'hébergement, il obère, il entrave assez sérieusement le droit à la vie privée et familiale normale future de l'enfant. Si on instaure très tôt un droit de visite et d'hébergement, ben, c'est pas sûr que ça garantisse un droit à la vie privée et familiale future normale de l'enfant. Soit, à l'inverse, le droit de visite et d'hébergement est mis en place assez tardivement, et alors là, donc après notamment parce que l'enfant a une dizaine d'années, les deux parents s'en sont occupés, etc. Et à ce moment-là, s'il est mis en place tardivement, il méconnaît ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le droit au respect de la vie privée et familiale de l'un des deux parents qui s'était investi, qui s'occupait soit conjointement, soit alternativement de l'enfant. Et puis ça porte évidemment, le cas échéant, atteinte, ce droit de visite et d'hébergement, au droit au respect de la vie privée et familiale de tous les membres de la famille, du parent qui n'a que le droit de visite et d'hébergement. On pense évidemment aux grands-parents, on pense aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux cousines, qui n'ont accès finalement au mineur en question, qui est un membre de leur famille, qu'à travers l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement qui lui-même est restreint. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Et puis, la Cour européenne des droits de l'homme a aussi tiré de l'article 8, de l'article donc, qui consacre le droit à la vie privée et familiale, un droit de nouer des relations sociales avec ses semblables. Or, le droit de visite et d'hébergement, il apparaît pas totalement conforme à ce droit de nouer des relations sociales avec ses semblables. Et en particulier, il n'apparaît pas de nature à permettre aux parents qui a simplement un droit de visite et d'hébergement d'avoir des relations sociales dans l'environnement social de l'enfant. Évidemment, le droit de visite et d'hébergement s'exerce souvent le week-end, un week-end sur deux. Bon, un week-end sur deux, les écoles sont fermées, le cabinet du médecin traitant est fermé, il y a assez peu d'accès finalement aux parents d'élèves. Est-ce que le parent qui est titulaire d'un droit de visite d'hébergement, simple si j'ose dire, est-ce qu'il a véritablement un respect de sa vie privée dans le sens que lui donne la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire de son droit de nouer des relations sociales avec ses semblables et d'interagir dans la vie de l'enfant, c'est pas absolument certain. Quid de l'accès aux professeurs, quid de l'accès aux camarades de classe, quid de l'accès aux parents d'élèves, quid de l'accès aux médecins traitants. Quand il y a un droit de visite et d'hébergement, pas absolument certain que ce soit conforme à la finalité du droit au respect de la vie privée et familiale. Et puis, dans les droits fondamentaux, il y a aussi l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Or, cet article 9, eh bien, il pose un principe de non-séparation d'un enfant avec ses parents, sauf dans son propre intérêt et moyennant décision de justice. Alors, décision de justice, on peut en avoir, mais dans l'intérêt de l'enfant, c'est quand même assez rare que l'intérêt de l'enfant commande à ce qu'il y ait une rupture longue ou durable avec toute une partie de la famille. Et donc, le législateur, en 2002, et les réformes successives ont, semble-t-il,
manquer une occasion d'affirmer, comme l'ont fait d'autres droits, notamment le droit belge, d'affirmer un principe de résidence alternée en cas de séparation des parents. C'est le principe de la résidence alternée qui permet seul d'éviter de faire rimer séparation des parents et séparation d'avec les parents. Alors certains se sont montrés hostiles, évidemment, au principe de la résidence alternée. Je pense notamment à Aliette Abécassis et Marianne Frison-Roche, qui contestent le fait de concevoir l'enfant comme une chose à partager, ou qui contestent le fait de revendiquer un quelconque droit à l'enfant, qui conduirait l'enfant à être déchiré et qui conduirait l'enfant à être réduit à un statut de pauvre enfant. En réalité, il est permis de répliquer à cette opposition, et il est permis de considérer qu'il ne s'agit pas de concevoir l'enfant comme une chose à partager, mais tout au contraire, il s'agirait de concevoir et de voir l'enfant comme une personne à protéger. Donc c'est pas une chose à partager, pas une conception comme ça d'une chose à partager, c'est une vision de ce qu'est l'enfant, une vision de ce qu'est l'enfant comme une personne, comme un être, non pas à partager, mais à protéger. Et puis, il ne s'agit pas d'un droit à l'enfant. C'est pas un droit, et c'est pas un droit à l'enfant. Il s'agit de droits au pluriel, et il s'agit de droits de l'enfant en premier lieu, évidemment, et de droits fondamentaux, de droits au respect à la vie privée familiale, de droits à la santé, de droits à l'épanouissement, de droits à l'accès à ses racines, à sa culture, etc., etc. Et donc, il ne s'agit pas de déchirer l'enfant pour continuer la réponse qu'on peut apporter à ces auteurs. Il ne s'agit pas de déchirer l'enfant, mais au contraire, il s'agit de le structurer. Il ne s'agit pas, en cas de résidence alternée, de pauvres enfants, il s'agit tout au contraire, c'est un point de vue qu'on peut défendre, d'enfants riches de l'ensemble de leurs racines et de leur famille. Par ailleurs, avec l'octroi finalement d'un droit de visite et d'hébergement seulement à l'un des deux parents, lorsque ces derniers présentent une altérité sexuelle, donc lorsqu'il y a un homme, une femme, ça apparaît finalement comme un facteur de reproduction des stéréotypes sexistes et des inégalités. Voilà. On cantonne souvent la mère à un rôle de parent responsable de l'enfant et on condamne le père à être un stéréotype de réussite professionnelle. Voilà. Donc ça permet de faire que les stéréotypes sexistes et les inégalités se poursuivent en réalité. Et puis, de manière plus centrée sur le code civil, si on laisse même de côté les droits fondamentaux, qui sont pourtant évidemment essentiels, mais si on se concentre sur le code civil et si on regarde les prérogatives de l'autorité parentale, avec les principes qu'on a évoqués, l'ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qui appartiennent aux parents, donc les droits et les devoirs, qui appartiennent aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, sa vie privée, et pour assurer son éducation et permettre son développement. Les principes qui découlent de ça, les prérogatives qui découlent de ça, sont pas forcément toujours compatibles avec un droit de visite et d'hébergement. Le seul droit de visite et d'hébergement de 4 à 6 jours par mois permet-il réellement d'assurer l'éducation d'un enfant? On pourrait d'autant plus s'interroger sur l'éducation parentale de 4 à 6 jours par mois, dans un contexte où l'éducation nationale en requiert par principe 16 par mois des jours. Donc, il y a une vraie question qui se pose sur l'éducation parentale d'un côté, qui pourrait se satisfaire, si on suit bien le droit de visite et d'hébergement dit classique, de 4 jours par mois, 2 jours de week-end d'ailleurs pour la plupart, et de l'autre côté, l'éducation nationale, eh bien, qui scolarise les enfants par principe 16 jours par mois. Donc il y a une vraie question qui se pose sur l'éducation et sur les missions éducatives qui sont confiées aux parents, quid de ces missions avec un simple droit de visite et d'hébergement? Voilà, ça c'est une vraie question. Et puis par ailleurs, il y a quand même un certain nombre de facettes pour l'éducation. Une facette morale, une facette religieuse, une facette intellectuelle, une facette culturelle, une facette linguistique. Or, toutes ces facettes-là sont difficilement, apparaissent en tout cas difficilement solubles dans un seul droit de visite et d'hébergement. Par exemple, un enfant qui a un parent polyglotte, mais qui ne le voit qu'en DVH classique, en droit de visite et d'hébergement classique, est-ce qu'il peut réellement bénéficier de la part de ce parent, de son éducation culturelle, de son éducation linguistique? Voilà. Et d'ailleurs, le Code civil prévoit la possibilité pour le juge, en cas de séparation des parents, de confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Tout en posant dans ce cas de figure, lorsqu'il y a l'exercice unilatéral qui est posé pour un parent, que le droit de visite et d'hébergement ne peut pas être refusé à l'autre, sauf pour motif grave. Ça veut dire quoi au fond? Au fond, ça veut dire que, et ça prouve quoi? Ça prouve que l'exercice d'une part de l'autorité parentale et d'autre part l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont disjoints, sont déconnectés. Et donc, c'est dire que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne suppose pas plus qu'il ne permet réellement en réalité l'exercice de l'autorité parentale. Et puis, il y a des vraies questions aussi sur la fonction de parent. Un parent, c'est pas un grand frère, c'est pas une grande sœur qui serait là simplement pour les loisirs du week-end. Et même si chacun des parents doit pourvoir à l'éducation matérielle de l'enfant en fonction de ses ressources et en fonction des ressources de l'autre parent et des besoins de l'enfant, un parent n'apparaît pas raisonnablement pouvoir apparaître comme réduit à un rôle de payeur. Cette réduction à un rôle de payeur ou de parent portefeuille n'apparaît pas conforme à des principes tels que celui de la dignité de la personne humaine. Au demeurant, un parent est souvent d'autant plus mis à contribution qu'il est exclu du temps de vie de l'enfant. Et oui, parce que le parent qui a la résidence principale ou qui a la résidence habituelle assume en nature l'obligation alimentaire, les vêtements, le logement, etc. Et donc il peut y avoir paradoxalement une espèce de double peine pour un parent qui serait à la fois exclu du temps de l'enfant et qui paierait d'autant plus qu'il serait exclu pour compenser évidemment les dépenses occasionnées à l'autre parent. Alors les opposants au principe de la résidence alternée peuvent invoquer le jugement du roi Salomon de l'Ancien Testament qui attribuait l'enfant à une mère qui renonçait à le couper en deux et à le partager avec une autre femme qui le lui disputait et qui s'y montrait quant à elle disposée. Et cet argument est brandi pour présenter la résidence alternée comme un déchirement de l'enfant. Pourtant, il semblerait devoir conduire cet argument à la conclusion diamétralement opposée. C'est en effet le parent qui, sans motif valable, avéré et sans chercher de bonne foi à protéger le droit fondamental de l'enfant à l'ensemble de sa famille, à l'ensemble de sa culture, à l'ensemble de ses racines, et qui tire ce dernier à lui, qui tend à déchirer l'enfant. Celui des deux parents qui ne demande qu'à tenir la main de son enfant pour le faire grandir, dans le respect de la place de l'autre, dans le respect des droits fondamentaux de l'enfant, de l'autre parent, de l'équilibre de l'enfant, ne déchire pas l'enfant, mais tout au contraire le structure. Il répond précisément à son rôle de parent et il remplit pleinement sa mission d'éducation et de protection en vertu des principes même de l'autorité parentale. Puissent le législateur et les juges enfin le comprendre et en tirer toutes les conséquences.